que Blanche Gardin, c'est quelqu'un qui me faisait pleurer de rire. Ouais. Et elle me fait plus rire aujourd'hui. Je suis dégoûté. Ouais. Elle dit ouais, j'ai plus de travail, etc. Par rapport au sketch polémique qu'elle avait fait sur le 7 octobre. Moi qui m'avait énormément touché. Alors moi, je suis quelqu'un... si vous me suivez depuis longtemps, je suis quelqu'un très ouvert de ouf. Hein. Pardon auprès de ma communauté, on est très susceptible. Regarde frère, Dieudonné par exemple. Dieudonné, tu as vu comment on l'a fracassé Dieudonné il continue de remplir ses salles Dieudonné. Continue lui. Hein. Et il demande rien à personne. Quelle est la personne qui t'a... Allez, t'as mis la tape dans le dos et qui t'a dit allez vas-y maintenant. C'est ma femme. Ah ouais, je pense qu'elle a voulu investir en fait. Hein. Je vous dis la vérité. C'est sûr. Habituellement, l'humoriste, comme le dit aussi Edgar Yves, il doit passer par des establishments qui te donnent les accès. Je voulais pas quitter ma famille, donc je me suis dit je vais essayer de tout construire d'ici. J'ai fait Netflix, j'ai fait le Jamel Comedy Club, donc je suis très fier de ça, d'avoir réussi à faire ça d'ici. Bienvenue sur Au Taquet, ton podcast Made in France. La France est un paradis où beaucoup se croient en enfer. Alors rejoins-nous pour booster ton authenticité avec des parcours inspirants, des personnes et des invités qui vont te parler du chemin à suivre pour atteindre le succès. Alors aujourd'hui, pour soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager notre contenu. Ça va beaucoup nous aider à exposer ce contenu inspirant. Aujourd'hui, on reçoit Rudy Doucan. Moi j'ai vu que ça a été fort, on l'appelait Duncan. Douchkan, elle m'avait dit. C'est un humoriste qui s'est construit en partant de tout en bas. Tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense pas parce que j'ai bien travaillé sur ton sujet. À force de travail, de persévérance et d'authenticité, parce que c'est vraiment ce qui le caractérise. C'est un artiste marseillais. Un Marseillais justement qui s'est illustré dans les réseaux sociaux, dans les petites scènes, vraiment au contact du public, et également sur des comédie clubs de renom. Je vais vous les citer tout à l'heure. Avant de s'inscrire dans le paysage du stand-up français, il a gravi les échelons et il est rentré par des portes que beaucoup n'ouvriront pas. Alors, il a également fait le Jamel Comedy Club. On l'a vu sur Netflix. Vous qui avez tous Netflix, sur The Circle France. Et il a également aujourd'hui une place aux côtés d'Adil Rami dans une pièce de théâtre. Tu nous en parleras certainement beaucoup plus tout à l'heure. Adil Rami, Manon Sachaud, Sam Lelouch, rien que ça. Il met le smile à beaucoup de Français et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Et pour que ce podcast se fasse dans les présentations traditionnelles, est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, qui est Rudy Doucan avant d'être la célébrité ou en tout cas d'être exposé comme tu l'es aujourd'hui? Alors, célébrité, c'est très gentil, mais pas encore. Mais moi, je suis un mec de Marseille. Je suis de Marseille. Je suis un vrai Marseillais. Je suis né à Marseille, à la clinique Bouchard, le 13 avril 89. Voilà. Sors le carnet. Exactement. J'ai tous mes vaccins. Et moi, je suis de Marseille. Moi, j'ai grandi à Marseille. J'ai toujours été. Je travaillais sur les marchés. Moi, je faisais les marchés. On en parlait tout à l'heure. Et j'ai grandi sur les marchés avec mon oncle, avec mon cousin, etc. Et je suis arrivé sur le tard dans l'humour. J'ai commencé à 33 ans. Donc, j'ai commencé... parce qu'aujourd'hui, j'en ai 34, ça se voit pas. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Il y a des âges TGV comme ça. Mais ouais, j'ai commencé l'humour assez tard, mais j'ai commencé de Marseille en me faisant le pari. C'est pour ça que je suis content qu'on enregistre à Marseille, de me dire... il faut essayer de faire un truc d'ici. Ça va être dur, ça va être long, mais j'avais pas envie de venir m'installer sur Paris parce que voilà, j'avais ma vie de famille, etc. Je voulais pas quitter ma famille, donc je me suis dit je vais essayer de tout construire d'ici. J'ai un petit peu réussi dans le sens où voilà, j'ai fait Netflix, j'ai fait le Jamel Comedy Club, donc je suis très fier de ça, d'avoir réussi à faire ça d'ici. Très beau parcours. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que tu es passé par une vie un peu traditionnelle. Et en plus, très au contact des gens, parce que tu nous parlais de marché, de commerce, etc. Comment est-ce que tu passes de ça, justement, à de l'humour, à aller faire le métier que tu fais aujourd'hui? C'est ouf, parce que j'étais sur les marchés, je parlais tout le temps avec les gens. Et moi, j'ai toujours aimé parler avec les gens. J'aime les gens de base, parce que je trouve que les gens, ils sont drôles, les gens, ils sont marrants. Et moi, j'ai toujours adoré parler avec les gens. Et... j'ai toujours voulu faire un métier artistique et le truc c'est que je pensais pas que j'allais faire de l'humour. Moi je croyais que j'allais être musicien parce que j'ai toute ma famille qui est musicien. Et comment on passe des marchés à ça a été
une envie, une pulsion en fait. Quand j'ai passé la barre des 31, 32 ans, je me suis dit putain, j'ai envie d'essayer quand même de monter sur scène, faire des blagues, ça a l'air incroyable. Et j'ai essayé, mais comme on va essayer de faire un foot en salle avec des collègues. Hein. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, c'était une piqûre d'adrénaline, un shoot, mais trop violent en fait, pour pouvoir arrêter. Surtout que ça s'est très très bien passé pour moi la première scène. Et je sais que malheureusement, j'ai des copains qui aujourd'hui qui ont un parcours incroyable, qui ont un mauvais souvenir de leur première scène parce que des fois c'est dur, tu vois. Mais moi j'ai eu la chance que ça s'est très très bien passé. Et du coup, ça a été un shoot d'adrénaline de malade mental. Et du coup, j'ai pas arrêté. J'ai travaillé comme ça. J'ai arrêté mon travail moi il y a 3 ans. 3-4 ans. Seulement. Donc pendant ouais. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant les deux pendant longtemps. Je jouais le soir et le lendemain j'allais au marché. Putain, c'est chaud. Hein. C'est Je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Hein. Je te dis la vérité. Oui, incroyable. Et quand tu nous parles un peu de ta façon d'arriver sur le rire, sur la comédie, c'est qui un peu ton premier public? Tu faisais rire qui avant ça Mes proches, mais très très proches. Parce que moi là-bas, je suis quelqu'un de très très timide. Très 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 timide de ouf. Donc moi je faisais rire mon frère, mes amis proches, etc. Mais pas forcément les gens. Par exemple, si j'avais une soirée, on était plein de potes, etc. Avec des gens que je connaissais pas. Mais non, c'est pas que j'osais pas, c'est que je voulais pas me faire remarquer. C'est ça qui est ouf. J'aime pas me faire remarquer. C'est ça qui est très bizarre, tu vois. Aujourd'hui on te remarque. Et ouais, c'est ça. Ça fait bizarre. Tu sais que ça fait bizarre. Hein. C'est bizarre c'est encore. Énorme, hein. Moi, je pense que c'est un truc que je m'y habituerai jamais. C'est trop chelou, ce genre, c'est trop ouf. Et c'est quand même dingue, c'est que parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes qui disent que quand ils ont débuté, c'est parce qu'ils avaient quelque chose à raconter. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais quelque chose à raconter? T'avais un truc à dire en particulier? Franchement, non. Je cherche encore. Non. Tu vois, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est faire rire les gens. Ça, par contre, j'ai toujours aimé faire rire. Parce que c'est pour ça que je faisais rire mes proches. Parce que je pense comme beaucoup d'humoristes, je crois que tous les humoristes, on a un petit problème intérieur. Et moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens parce que j'étais très mal à l'aise avec la colère, la tristesse, etc. Le conflit et quoi. Et à chaque fois, je faisais une blague pour pouvoir me sortir de ça, tu vois. Quelque chose qui me faisait de la peine ou quoi. Et moi, en plus, je suis un gros sensible. Donc, dès que j'ai quelque chose qui me faisait de la peine ou qu'il y avait quelqu'un qui avait de la peine en face de moi, je faisais une blague pour et donc c'est parti de cette envie là. C'est parti de cette envie là et du coup voilà, je me suis dit putain. Et ça me fait plaisir. Et je suis content aujourd'hui de faire rire les gens. Tu vois, je me dis putain, si ça fait rire les gens, c'est qu'il y a toujours. Ça c'est vraiment. C'est vrai. Ça fait très discours de Miss France là, ce que je te dis. Mais je te jure que c'est vrai. Moi, c'est ça qui me motive. C'est ça qui te motive. Ah ouais, vraiment. Et dans ton entourage, quelle est la personne qui t'a mis la tape dans le dos et qui t'a dit allez vas-y maintenant? C'est ma femme. Ah ouais, je pense qu'elle a voulu investir en fait. Hein, je vous dis la vérité. C'est sûr. Tu rendras le contrat de mariage. On n'en a même pas fait, frère. Donc, je suis mort. Non, c'est vraiment elle qui m'a poussé. Je lui ai toujours dit que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'essayer, etc., etc. Et elle m'a dit mais essaye. Mais c'est quand ça faisait quelques années déjà qu'on était ensemble, parce que ça fait longtemps que je suis avec ma femme aujourd'hui. Et elle m'a dit essaye, qu'est-ce qu'on s'en fout et ça fait rien. Et j'ai eu la chance d'avoir ma femme pour me pousser et pour surtout me faire confiance sur le fait que bah écoute, si ça marche pas, tu reviendras travailler. Elle sait que je suis un travailleur, donc je vais toujours bosser. Et je sais que c'est pas je sais que certains n'ont pas cette chance-là d'être poussés par sa femme. Ça, c'est important. Et surtout quand tu as des enfants, Exactement. quand tu as déjà une vie un peu établie, parce que l'équilibre du foyer, au final, il a volé en éclat. C'est une vraie confiance. Hein. C'est ça a été l'équilibre, il a volé en éclat. Alors, on a toujours notre équilibre, mais qui est différent aujourd'hui. C'est une autre organisation. Mais j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance d'avoir eu la femme que j'ai eue, que j'ai toujours. D'ailleurs, je suis toujours avec elle. Pardon bébé si je t'offense. Bravo Madame Ducamp. Il est toujours là. Et ouais, donc c'est grâce à elle, ouais, c'est grâce à elle. D'accord. Et puis c'est beau ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qu'on a reçus et qui nous ont parlé justement de cette espèce de deal qu'ils ont passé avec leur femme. Mais bien sûr, t'imagines, c'est important. C'est un pari où tu sais pas vraiment si tu vas réussir en plus. C'est ça. Je savais même pas. Et surtout au début, je jouais le soir comme ça vite fait. Ouais. Ça gênait pas, mais quand plus j'avançais, plus je commençais à m'absenter. On a eu les enfants au milieu. C'est chaud, tu vois, de partir avec les enfants. C'est souvent, tu te dis qu'elles font beaucoup de concessions pour énorme. que toi tu puisses ça. performer. Donc c'est beau. C'est un vrai acte d'amour, ça. Ah oui, vraiment, ça c'est incroyable, hein, franchement. Et puis tu vas dans la lumière, et puis elle, c'est vrai que par rapport à son métier ou ce qu'elle fait, elle reste dans l'anonymat. Exactement. Et il faut accepter aussi que tu puisses être propulsé, être mis en avant, être sollicité. Tout ce qui va avec, c'est ça. Toujours un peu faire peur aussi. C'est ça. Et moi, j'ai eu cette chance-là qu'elle a déjà me fait une confiance absolue. Et elle a raison, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui. mais c'est important. C'est très, très important. Sinon, j'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu le faire. Eh ben, bravo, madame. Bravo. Putain, c'est chaud quand même.
avant la scène, donc tu as commencé par des vidéos sur le net. Exactement. Ouais. J'ai commencé en fait, comme j'ai toujours voulu essayer de faire un truc pour faire rire les gens, même si je pensais que j'allais finir dans la musique, j'ai commencé par faire des vidéos YouTube que je savais que ça marchait pas. Mais en fait, c'était juste pour me débloquer un truc, tu vois. Ouais. Parce que par rapport au regard, ça c'était important parce que comme je dis, j'étais tellement timide, mes vidéos je les mettais en privé. Donc pour te dire, c'était juste pour les mettre. Je les mettais en privé en lien non répertorié. Ça veut dire que les gens qui pouvaient voir la vidéo, c'était que ceux qui tombaient dessus par hasard et qui se l'envoyaient. Donc pour te dire, tu vois. Et j'ai commencé comme ça juste pour me débloquer, pour trouver des idées. Parce que moi, c'était vraiment sur scène que je voulais faire ça. Et j'ai trouvé des idées de sketch comme ça, en faisant des vidéos. Parce qu'au début, pas grand monde en plus faisait. Aujourd'hui, ça paraît normal de prendre une vidéo, de la poster sur Internet et d'attendre les réactions un peu des gens. C'est rentré dans les mœurs. Mais avant, non. Il y avait que Cyprien et Norman, voilà, c'est tout. C'était les deux seuls qui étaient visuels, et Mister V, parce que Mister V, c'était les seuls qu'on voyait faire des vidéos, c'est tout. Et oui, parce qu'à ce moment-là, toi, tu participes à une émulsion, un nouveau mode de communication pour se faire connaître. Exactement. Parce qu'habituellement, l'humoriste, comme le dit aussi Edgar Yves, il doit passer par des establishments qui te donnent les accès. Exactement. Et là, vous faites partie d'une génération, toi et d'autres, qui passent par des canaux où c'est vraiment très authentique. C'est ce que toi tu délivres. Et ouais, c'est ça. Voilà. Et surtout que maintenant, aujourd'hui, on peut pas faire que de la scène pour être visible. On est obligé de passer par les réseaux sociaux. Bien sûr. Tu vois. Donc c'est un autre métier en plus. C'est vraiment deux trucs complètement différents. Vous avez reçu les Jobas, ils ont dû vous le dire, parce qu'ils font beaucoup de vidéos, ils sont super forts, ils montent aussi sur scène. C'est tellement différent. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit également. Ouais, on est obligé d'être partout en fait. Parce que dans ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ce choix? Parce que tu aurais pu aussi te dire, est-ce que c'est par méconnaissance de te dire voilà, je sais pas qui contacter pour faire le chemin classique. C'est exactement ça. C'était vraiment parce que je me suis dit il faut commencer par quelque part. Et moi je me suis toujours dit fais les trucs et tu réfléchiras après. Je me suis toujours dit ça parce que déjà je ne sais pas réfléchir. Ça aide. Mais tu sais passer à l'action. Mais par contre je suis bélier en plus, donc j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit après et ça a toujours été mon tempérament. Fais les choses et on verra plus tard. Je préfère faire et on verra. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Ah, tu as bien fait. Ouais, t'imagines. Mais au début, moi j'ai lu une interview où tu disais que tu as commencé, il y avait très peu de comédie club. Mais oui, surtout à Marseille. C'était une galère, où tu jouais un soir par semaine, t'étais content. Mais c'est ça, on jouait une fois par semaine. Tu te rends compte aujourd'hui la multitude de comédie club, tu vas juste en bas là sur le port. Il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5. Et tu nous disais en off tout à l'heure que justement ton rythme avait changé quand tu étais encore beaucoup présent sur la région. C'était quoi un peu ton rythme là que tu avais? Quand je suis en comédie club, je vais reprendre à partir du mois de mai, dès que j'ai fini mes dates avec la pièce de théâtre, mais je joue tous les soirs. Je m'impose juste à ne pas jouer le dimanche et le lundi parce que voilà, j'essaie de rester avec ma famille. Mais du mardi au samedi, je joue tous les soirs. C'est dingue, hein. Et le samedi, ça m'arrive de jouer 4-5 fois. Et j'ai des potes, et parce que moi je suis un feignant. Je joue 3 fois, je suis fatigué, frère. J'ai des collègues. Marseillais, on fait les mêmes choses et on profite de la vie. J'ai mes potes, j'ai des potes, j'en pensais en particulier, la dernière fois, il me dit ce soir j'ai fait 6 plateaux. Je dis mais frère, t'imagines, on peut jouer 5-6 fois par soir. En plus, t'as une scène marseillaise aujourd'hui quand même qui est assez répandue. Il y a pas mal d'humoristes maintenant sur Marseille. Ouais, et en plus, je te dis, il y a un vrai niveau. On n'a pas à rougir à Marseille du niveau parce que surtout que maintenant, je trouve qu'il y a un vrai humour marseillais. Un peu comme il y a eu le rap marseillais. Je te jure qu'il y a un humour marseillais. Et ça, c'est genre, pour moi qui suis marseillais de vraiment très chauvin et tout, je jure ça fait plaisir de ouf. Et ça faisait longtemps. Il y a un humour marseillais, il y a de la musique marseillaise, on le sait, avec Jul, avec. Est-ce que vous n'êtes pas un peu les descendants finalement de Patrick Bosso, de Titoff, de Likaku? J'aurais jamais la prétention de dire ça, mais tu vois, il y a eu cette génération-là, Titoff, Likaku, Patrick Bosso. Je suis content aujourd'hui qu'on soit plein de mecs de Marseille à faire des trucs. Tu vois, il y a Redouane qui est au-dessus, qui est devenu une star de fou. Mais aujourd'hui, tu as des mecs comme Julien Vigne, Gabriel Giraud, Malik Fares, Greg Empêche-moi, Laurent Febvre. Voilà. Je suis désolé si j'ai pas cité les autres, mais c'est à qui je pense en premier. Et puis t'as plein de femmes aussi là, qui tournent aussi maintenant là, qui sont dans le monde marseillais. Gabriel Giraud, elle fracasse tout. Elle est trop forte. Gabriel Giraud, Alison comme les autres sur les réseaux, elle fracasse tout. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Marseillaise qui est arrivée. C'est une Belge de base, mais elle est Marseillaise de cœur. Bien sûr. Elle s'appelle Mano Parmigiano. Je suis tout le temps avec elle. On est en train de préparer un spectacle à deux d'ailleurs qui va être
Ça, franchement, ça va va être envoyer du marrant. parmesan. Je sais pas ce que ça va donner. Mais de l'humour. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais qu'on va rigoler parce qu'avec elle, on rigole. Elle a l'air marrante. Super marrante. Elle est rigolote aussi. Ouais. Ouais, C'est bien qu'il y ait aussi, tu vois, des femmes aussi. Mais c'est super important. Qui cartonnent. Il y en a de plus en plus et elles sont pas encore mises en avant comme il faudrait, je trouve. Mais il y en a quand même beaucoup. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais ça, on va pas. Ouais. Mais on en parlera aussi parce que nous, dans notre podcast, on veut mettre les femmes en avant et justement, dans l'humour, on en parlait tout à l'heure. Pareil, on va vous proposer des contenus de femmes aussi qui font rire plein de gens parce qu'à la maison aussi, elles nous font bien rire. Bien sûr. On parle souvent de l'inverse, là, des disputes et tout, mais on a des bonnes rigolades ça va aussi. appuyer sur nos points faibles. Voilà. Elles sont plus intelligentes que nous. Hein. C'est sûr. Clairement, c'est clair. Et les réseaux sociaux, c'est bien. Hein, ça t'a permis aussi de percer, de te faire reconnaître et reconnaître. On sait que ça peut être aussi parfois cruel, méchant, si c'est les réseaux sociaux. Hein, des gens qui vont mettre une petite phrase gratuite, on ne sait pas pourquoi. Comment t'as vécu ça, toi ? Ça, maintenant, je m'en fous. Ouais, maintenant, ça y est. Mais la première fois que j'ai été confronté à ça, c'était très compliqué. Hein. C'était, waouh, en fait, parce que tu t'y attends pas. Toi, tu fais des blagues. Nous, on fait des blagues. Allez, à la limite, quelqu'un qui fait des sketchs engagés politiquement, qui s'expose à ça. Allez, c'est le jeu. Tu sais que tu vas avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi, etc. Mais quand on est des personnes juste qui faisons des blagues juste pour faire rire, moi, j'ai pas la prétention d'autre chose. Putain, tu te fais défoncer, mais pour rien, frère, juste par rapport à ce que tu es. Et c'est hallucinant. Il y a de tout. Enfin, Internet, c'est bien et c'est pas bien. Il y a du racisme. C'est abusé, hein, ça. C'est dingue. Ça, c'est intolérable. C'est intolérable, mais malheureusement, tu ne peux pas y échapper. C'est horrible de dire ça. Et pour moi, c'est pas normal. Je te jure, des fois, j'ai envie de dire, frère, j'ai envie de te répondre, t'insulter, mais tu peux pas. Mais tu perds ton énergie. Et après, je me dis, mais pourquoi je peux pas ? Il s'est permis de m'insulter. Pourquoi je pourrais pas ? C'est vrai. Mais tu peux pas. Parce que quand même, il faut se dire, quand même, se mettre derrière un ordinateur et dire, lui, je vais lui dire ça. Pourquoi, en fait ? Moi, c'est une dinguerie. Parce que ça nous arrive à nous aussi de ne pas aimer des vidéos qu'on voit. Oui, bien sûr. Tu la regardes pas ou tu passes à autre chose. Et tu sais, nous, ce qu'on fait, parce que nous aussi, on a reçu des retours hyper injustifiés sur certaines choses. Eh ben, tu sais que nous, notre ligne directrice, c'est d'unir les gens, que ce soit entre les villes, les peuples ou peu importe. Nous, au taquet, le but, c'est qu'on soit tous ensemble. Je sais quoi, c'est un peu utopiste, mais en tout cas, on n'est pas dans la séparation. Et ces gens-là, nous, maintenant, on leur donne de la force systématiquement. On reçoit un commentaire négatif, on lui souhaite tout le meilleur, mais c'est vraiment sincère. On lui dit, je te souhaite vraiment le meilleur. Mais c'est génial de faire ça. Et va de l'avant, mon gars. Mais tu sais que c'est ce que je fais aussi un peu quand j'ai la force de le faire, parce que c'est dur. Hein. C'est dur de faire ça. Quand on va te chercher sur un truc ou quoi. Et il y a des mecs qui m'ont insulté en privé. J'ai réussi à leur, je sais pas si on peut dire retourner le cerveau. À la fin, c'était putain, merci frérot, nanana, tu vois. Ça, je suis content. Tu vois. Mais c'est dur. Hein. C'est très dur. En vrai, c'est des âmes perdues. C'est des âmes perdues. Je sais même pas s'ils se rendent compte. Tu sais, c'est des fois. Mais on cherche pas à les convaincre en vrai. On leur envoie juste le positif, comme ça ils repartent avec ça. C'est tellement la meilleure des solutions. Prendre du positif, mais bon, arrêtez de dire du mal sur les réseaux. Alors, on va rien changer. On va rien changer, mais t'aimes pas une vidéo? Tu la passes. Tu swipe. Ou alors explique pourquoi tu n'aimes pas. N'insulte pas. Comme ça, c'est constructif. C'est mieux. Explique pourquoi tu n'as pas aimé. Mais ne dis pas, je sais pas, n'insulte pas. Ou alors, dis que tu n'as pas aimé cette vidéo-là, mais ne mets pas en cause la personne ou je sais pas, ou ce qu'elle est. C'est trop bizarre. Ça me fait penser à. Il y a les clients qu'on j'en dis qui racontaient qu'une fois sur une de ses vidéos, tu avais un mec, il avait rien marqué, il avait juste marqué œuf. Ouais. Parce qu'il est chauve. Alors, je sais pas si c'est drôle ou si c'est archi marrant, mais c'est vraiment incroyable. C'est trop bizarre. C'est comme nous, le commentaire qu'on a reçu, dégage, il y avait. Mais oui, c'est trop bizarre. Dégage. C'est des fous. C'est des fous, mais tu sais que ton métier, humoriste, et j'en parle, tu sais, on parle à des chefs d'entreprise, tu parles à plein de gens, et moi-même, je me dis, me mettre sur une scène et essayer de faire rire des gens. C'est chaud. Mais quel courage. Je te dis franchement, en toute humilité, quel courage de faire ça. Et il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Je sais, on me le dit quasiment tous les jours. On me le dit quasiment tous les jours. Et en fait, moi, ça me demande pas. Je pense pas être quelqu'un de courageux pour faire ça parce que j'aime faire ça. Oui. Donc tu vois, à la limite, j'ai été plus courageux d'aller faire du théâtre pour le coup, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas trop. J'avais fait un peu de théâtre déjà, j'avais joué dans une pièce, mais c'était pas comme même pas aussi professionnellement entre guillemets, parce que c'est quand même une pièce de Philippe Lelouch. Donc c'est chaud, tu vois. Quelqu'un le monsieur, un monstre, tu vois. Quelqu'un le monsieur. Donc c'est chaud, tu vois. Mais monter sur scène, faire rire, en fait,
Moi, je vais pas dire. Enfin, c'est pas prétentieux de ce que je dis, mais c'est vrai que c'est naturel pour moi de le faire parce que c'est quelqu'un que j'aime tellement faire ça. Ouais. C'est quand je le fais pas que je suis pas bien, tu vois. À la rigueur, le 7 à. Le 9 à 5, peut-être toi, tu te dis, ah, quel courage. C'est de s'asseoir sur devant un ordi. Exactement. C'est Après, ça. le truc, c'est que on voit le côté humour et quand on est sur la scène, ça peut donner aussi envie aux gens, mais on voit aussi tout. Enfin, on voit pas justement tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire. L'écriture, on en parlait justement avec Émilie, qu'on a en commun, c'est l'écriture, la punchline au bon moment. C'est quand même hyper cadré finalement le stand-up. Les gens pensent, en fait, tu as réussi ton stand-up quand les gens croient que tu viens de l'inventer. Voilà. Et ça, pour arriver à ça, c'est super dur parce qu'il faut le jouer, mais 200 fois pour le jouer naturellement, pour qu'on le fasse comme je te parle là, naturellement, comme si que j'ai inventé au fur et à mesure. Et c'est ça qui est difficile, tu vois. C'est ouf. Par exemple, c'est Paul Mirabel qui disait que quand son sketch qu'il a fait exploser il y a 5-6 ans maintenant, t'avais l'impression qu'il inventait les choses. Il avait joué 300 fois son sketch. Oui. Il avait joué 300 fois. Il arrive à donner la sensation. Pour moi, ce mec-là, je me suis dit, le talent brut et tout, il arrive. Mais c'est un talent brut c'est un talent. Oui, c'est un talent brut. Mais il a bossé. En fait, un mec qui arrive, même comme Redouane, tu vois, Redouane, je crois qu'il invente comme ça toujours. C'est des années et des années de pratique d'impro pour arriver à ce niveau-là. C'est un monstre, tu vois. Mais il paraît que Redouane, parce que j'ai de la famille de Marseille, il était éducateur. Elle était éducatrice à côté. Il te défonçait. Il te défonçait tout le temps. Mais elle me disait, on avait le ventre retourné, il nous cassait le ventre tout le temps. En impro, c'était un monstre. Je sais qu'il divise beaucoup aussi, lui, parce qu'il insulte. Ça me termine. Ma femme, par exemple, elle trouve qu'il insulte trop. Mais moi, c'est ça qui me fait rire, tu vois. Moi, je l'ai vu en spectacle, c'est un tueur. C'est un tueur, il est très fort. Mais tiens, moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par exemple, Redouane, parce qu'on parle de lui, qu'il est Marseillais, ce qui est admirable pour moi chez lui, c'est sa persévérance. Ça fait 20 ans, frère, qu'il est là. Il a pas réussi du jour au lendemain, le mec. C'est ça, surtout. C'est ça. Et mais moi, pour moi, c'est vraiment ça, vraiment. Les salles vides, la persévérance. Juste, t'imagines, il s'est jamais arrêté. Il s'est dit, ça y est, un jour, c'est fou. Et puis les gens qui croient pas en toi. Et toi, t'y crois, mais les gens qui croient pas en toi. Et lui, pour le coup, tout ce qu'on lui a dit, tu réussiras jamais parce que t'insultes trop les gens. C'est grâce à ça qu'il a réussi. Moi, ça, pour moi, c'est fou. Tu vois. Authentique. Il a cru en lui. Exact. De toute façon, c'est ce que je me suis toujours dit. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'arrêtent pas. Ouais. Tu as raison. C'est que ça. Il y a que ça. Qui se mentent pas eux-mêmes aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'en intro, je parlais beaucoup de ton authenticité parce que quand on regarde tes contenus, enfin, tu vois, c'est un peu ce que tu disais. On a l'impression de te connaître. Et puis après, en général, peut-être t'as ça en toi déjà, mais tu vois, c'est vraiment cool, quoi. C'est de la fraîcheur, c'est de la spontanéité que tu renvoies. Ce qui ressort de Rudy, et d'ailleurs, quand ce week-end, je parlais avec de la famille, je leur disais, on interview Rudy, ils m'ont dit, on l'a vu en concert, en spectacle, parce que tu fais aussi les concerts, on en a pas encore parlé. On en parle après. Concert, casserole. Je sais que je fais de la musique au spectacle. Dans ma vie, je vais sortir des albums. Voilà. Je vous l'avais dit, les gars. Total exclu. Julien. Non, mais les gens me disent, putain, tu vas le voir, tu vas parler. Tu parais gentil. Et c'est pas le gentil péjoratif qu'on peut des fois avoir, tu sais. Parce que des fois, quand on dit que quelqu'un est gentil, on se dit, non, toi, c'est le gentil. Tu sens le vrai cœur, tu vois. Tu parles avec les gens, tu es à l'écoute de tout le monde, tu as envie de faire du bien. Et dans une société un peu comme la nôtre aujourd'hui, ça fait du bien en fait d'avoir des gens qui attendent rien mais qui sont juste dans la gentillesse parce que voilà, c'est la vie en fait. C'est ce que j'ai. J'ai toujours été. C'est que ça a été dur pour moi d'accepter ça parce qu'au début, pour moi, c'était de la faiblesse de fou. Par exemple, des gens surtout qu'en plus moi, je suis de Marseille, j'ai pas grandi dans une cité qui craint, moi j'ai grandi dans un quartier quand même, mais c'était les gentils, c'était les faibles en vrai. Et les braves. Tu vois. Et moi j'ai toujours. Je me suis dit, putain, mais il y avait des mecs qui. Rudy, putain, comment tu laisses te parler? Je fais ça va, je m'en fous et tout. Alors, attention, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire non plus. Non. Mais je me suis toujours dit, il y a rien de plus fort que la gentillesse. Ça désarme les gens, en fait. Tu as totalement raison. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les mecs qui t'insultent, tu lui mets un cœur, frère, il est désorienté. Tout à l'heure, frère. Tout à l'heure, là, je conduis plus trop, donc en ce moment, quand je prends la voiture, je fais un carnage, les gars. Si vous me prenez en voiture, je suis désolé. Et il y a un mec, avant d'arriver à la L2, je savais que j'étais en train de vous dire, les gars, je suis en train d'arriver en retard. Et je sais que je suis en train de faire comme ça. Il y a un mec qui m'a klaxonné, il a ouvert la fenêtre et tout. Et je lui ai fait ça. J'ai dit, excuse-moi, pourquoi je fais ça? Et ça l'a.
Il voulait se bagarrer à la base. Ça l'a désorienté. Ça l'a désorienté. Il continue de me regarder comme ça. Je le fais comme ça. Je suis désolé comme ça. Et ça passe. Et il m'a fait ça. Mais moi, ça me fait rire déjà de faire c'est ça. incroyable, la réaction. Mais ouais, parce que tu désarmes. Qu'est-ce qu'on va se bagarrer, frère? En plus, je fais de la boxe, je vais t'éclater, frérot. C'est vrai. Tout à l'heure, il arrive en kimono. Il m'a fait un œil au beurre noir. Bien noir. C'est que les gens ne me croient pas que je fais de la boxe. Je suis sûr que vous ne me croyez pas. Et les gens ne me croient pas que je fais de la boxe, frère. Ah, mais moi, je veux bien te croire, Je c'est te maintenant. jure. Et je suis une tueur, frère. C'est quoi, de la savate? Rudy Cerdan. Il m'a dit, je suis un tueur. Je suis un tueur. C'est frère, je te jure. Mais n'empêche, c'est encore trop mieux un marrant. KO par quelqu'un que tu te dis qu'il c'est pas un vrai boxeur. Et tu sais que quand C'est humoristique, ça. C'est humoristique. Alors, pour le coup, vraiment, je fais de la boxe depuis l'âge de mes 14 ans. Mais c'est parce que j'adore ce sport et tout. Et quand j'étais en club, et je te jure, c'est vrai ce que tu dis, c'est que moi, tu vois, moi, je suis le gentil et tout ça. Et quand en septembre, t'avais toujours les mecs qui arrivaient pour la bagarre. C'est toujours comme ça. Dans tous les clubs de boxe, ceux qui font ce sport, ils savent. Bagarre, ouais. Ils viennent pour se bagarrer, comme oui. ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois, tous les coachs, ils me disent, bon, Rudy, vas-y, toi. Je dis, mais pourquoi, frère? C'est moi qui me dis, parce que s'ils se font éclater par un mec musclé, comme à l'époque, il y avait un pote qui s'appelait Christian, c'était frère, un Golgoth. Il dit, mais s'ils se font éclater par un mec comme ça, c'est normal. Mais si c'est un mec comme toi qui les éclate, ils vont dire, mais c'est pas normal, frère. Et donc, j'étais chargé de les éclater. Frère, c'est du monde commercial. Mais tu te rends compte? C'est énorme. Ça, je te jure, c'était trop marrant, ça. Et aujourd'hui, tu boxes avec les mots. Exactement. Comme Arsenic. Comme Arsenic. Bon, et du coup, alors, tu as développé les réseaux sociaux et puis après, tu passes dans les comédie clubs. Exactement. Ouais. Bah, j'ai commencé, comme je dis, vite fait, les vidéos YouTube, mais qui n'étaient pas vues. C'était vraiment pour me trouver des idées. Et après, je suis allé, j'ai commencé à chercher des comédie clubs sur Marseille. Il n'y en avait pas, il y en avait qu'un. C'était celui de Marco Paolo, qui s'appelait le Marseille Comedy Club. Aujourd'hui, c'est un comédie club qui est ouvert à Marseille, mais ça n'a rien à voir. Mais il avait ce collectif-là du Marseille Comedy Club. Il faisait 2-3 soirées par an. Tu vois, Ouais. il faisait que des one man, tu vois, lui. C'est fou, ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai commencé, il y a le Comédie Club du Vieux-Port aujourd'hui, qui est connu maintenant, tu vois, et qui venait d'ouvrir, qui faisait des comédie clubs une fois par semaine, et comme on était plusieurs à commencer en même temps, on était genre 5-6, tu vois, et il nous avait dit, si vous voulez, faites une petite collectif entre vous, et vous jouez tous les vendredis soirs et les samedis soirs. Sympa. Oh, terrible. C'est ouf. Je venais de commencer, ça faisait un mois. Et on a dit, mais c'est incroyable, on est passé de jouer une fois par mois, ou une fois par mois à jouer 1 ou 2 fois par semaine. Mais c'était oufissime et puis pour en nous. plus, t'es avec des mecs, d'autres mecs un peu créatifs aussi. Donc Exactement, ça doit être en termes d'échange, en termes de rigolade. On était un petit collectif on se faisait appeler la Factory Comedy Club. On était 6 ou 8 où on tournait tous les soirs. Alors, on était 5 ou 6 à tourner. Mais t'imagines, on n'était même pas 10 quand j'ai commencé il y a 11 ans. On était même dingue, pas 10. Maintenant, on est au moins 200 ou 300 humoristes à Marseille. Un peu cette concurrence entre artistes, un peu scène, hein, peut-être. Alors moi tu vois, elle existe, mais moi je suis pas du tout dans cette concurrence-là. J'ai cette envie de, surtout quand c'est des potes à moi que je vois qui démontent les salles, je suis dans le truc, frère, je vais faire. Mais là c'est un truc sain. Ça c'est bienveillant. Je sais qu'il y a une concurrence qui est très malsaine, souvent ça arrive, malheureusement c'est dans tous les métiers, parce que l'ego il rentre en jeu. Mais moi j'ai pas ça, moi j'ai pas d'ego, je m'en fous. Moi c'est cool ça. Moi je m'en fous de ça, vraiment moi c'est fatigant en fait. Mais c'est vrai que ça doit faire quelque chose quand même quand tu sais que le gars il vient de plier la salle juste avant toi. Moi j'adore ça. Tu te dis toi c'est moi, là, ça me galvanise. Ça te galvanise. Ah ouais, moi c'est vraiment c'est quelque chose qui me. En fait, si tu veux, il y a pas de mérite à arriver dans un comedy club où t'as des mecs qui sont pas là depuis trop longtemps, ils débutent et c'est normal, qu'ils font moins bien. Moi ça fait 10 ans, frère, que je fais du stand-up encore que je marche. Si je marche pas, c'est le minimum de faire rigoler dans le stand-up. Bien sûr. Donc c'est vrai que moi quand il y a quelqu'un qui éclate la salle, surtout quand c'est un mec qui ça fait pas longtemps qu'il commence, moi je suis trop content. Et ça me donne envie de faire encore mieux du coup, tu vois, on se tire vers le haut les uns les autres. Moi je trouve que il y a de la place pour tout le monde, le soleil il se lève pour tout le monde, et chacun est différent, tu vois. Donc il y a personne qui va te voler ta place, frère. Fais-toi la place tout seul. C'est trop bien. Et pour ceux qui connaissent pas, alors du coup, le Comedy Club, c'est quoi la réalité du début des stand-up? Nous, on aime bien, chez Otake, connaître un peu les coulisses. En fait, au début, quand tu commences, c'est facile, tu vas avoir dans des comedy clubs. Aujourd'hui, à Marseille, maintenant, il y a beaucoup de cours de stand-up qui se font. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant pour ceux qui veulent commencer le stand-up. Donc, ils vont s'inscrire dans un comedy club et ils prennent des cours, ils peuvent jouer. Mais sinon, n'importe qui, tu contactes une salle, un programmateur. Bonjour, je commence, est-ce que je peux faire un passage? On te dit oui ou non. D'accord. Mais si tu insistes et si tu y vas au culot et que tu
tu peux le Oui, faire. tu peux te créer ta Tu peux- propre... mais bien sûr. nuance, En fait, il y en a plein qui me disent putain, comment j'aimerais monter sur scène. Ben, monte sur scène. C'est ça. Ouais, C'est le ouais. plus facile en Ouais. fait. Tu vois, ça me fait penser à une chanson d'Orelsan. Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est pareil. Eh Si tu oui, veux monter c'est sur vrai. scène, monte C'est sur vrai. scène. C'est vrai. C'est juste C'est ça. un beau conseil, ça, pour ceux qui veulent se lancer dans Mais le je te jure, vraiment, vrai. s'il y en a qui veulent se lancer, ben, lancez-vous. C'est bête à dire, mais. Souvent, mais les gens, juste- ils ont tendance à croire que scène ouverte, tu peux aller au truc et monter sur scène de suite. Mais Ben c'est pas comme oui. ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, mais mais il faut quand même faire la démarche Mais d'aller tu et peux de te demander. jeter à l'eau, quoi. Ouais. Mais bien sûr, moi Et j'en ouais. connais plein. Moi C'est j'ai bien. commencé, j'avais pas de scène. Enfin, je suis allé voir un mec, je dis voilà, je commence, j'ai un sujet, est-ce que c'est possible et les gens ils sont gentils, frère. Ils te disent, ils vont te trouver un créneau. C'est dur de trouver des créneaux parce que maintenant on est beaucoup, mais je suis sûr que tu demandes, on te fait jouer. Et t'es tombé au début sur des mecs qui te prenaient pas au sérieux quand tu voulais justement jouer dans une salle ou autre. Bah Et- oui, bien sûr, mais c'était pas par méchanceté. Enfin, tu vois, ça c'est mon côté gentil. Je pense pas que c'était par méchanceté, c'est parce que j'avais pas d'expérience et tu as des mecs, que, voilà, ils sont entre guillemets entre eux, surtout entre collègues, et donc ils ont pas envie de faire venir un nouveau ou alors, tu vois. Oui. Mais alors, à contrario, t'as des mecs qui, au contraire, tu vois, ils aiment donner, aider. Moi, je sais que j'aime bien. Alors, j'aime bien faire la. On me demande, Rudy, je peux faire ta première partie et tout. Ouais, vas-y, fais-la. Tu vois, c'est trop cool, tu vois. J'aime bien, j'aime bien. Bon, Moi, il faut j'aime bien tendre aider. la main de toute Moi, façon. j'aime bien mais, aider. Quand on m'a aidé, il faut aider. Bien sûr. Ouais, c'est important, je trouve. Après, par rapport à ce qu'on disait, il faut se faire sa place, il faut se faire son expérience. Tu as beaucoup d'humoristes qui te parlent des soirs où ça marche. Il y a des soirs où c'est un peu plus la pente glissante. Toi, tu as vécu le fameux, les bides, les loupés, les silences Ouais. froids. Ah bah Tu sais, oui. le bon froid, là, comme ça. Frérot, C'est ça, la calotte glaciaire. Tu sais, frérot, et hier soir, frère. Ah ouais. Non, mais avant-hier, samedi soir, ça arrive tout le temps. Celui qui te dit, on m'a déjà posé la question, celui qui te dit qu'un humoriste il bite pas, Ouais. c'est un mytho, frérot. C'est tous les humoristes bitent, mais même les plus grands, les plus forts. Hein. C'est parce que c'est comme ça. On est tous les jours confrontés à faire des blagues ou des nouvelles blagues. Et t'as des blagues qui marchent, qui marchent pas. Ou des fois tu l'as fait un soir, elle marche, le lendemain elle marche pas. Et Ouais, ça, c'est le quotidien d'un et humoriste. tu Hein. peut-être penses aussi que avec c'est le dû à public. quoi, toi, tout ça? C'est peut-être, je sais pas, ça vient d'où? C'est le travail, ça fait partie de notre travail en fait. Ouais. Parce que tu peux pas faire des strikes, tu peux pas faire Ouais. rire tout le monde à 100% d'entrée. Tu es obligé de tester des trucs et dans les tests, ben, c'est un test justement, tu sais pas si ça va marcher ou pas et tu as des trucs qui marchent pas. Et quand Ça t'arrives que arrive. tu commences à jouer ton spectacle, en fonction des rires un peu des gens, est-ce que tu orientes un peu ton spectacle un peu différemment? Est-ce que tu l'adaptes en fonction du Oui. public? Oui, tu es obligé d'adapter. En fait, Ouais. je pars du principe de toute manière que dans la vie, il faut s'adapter dans tout. Et sur scène, c'est encore plus, Ouais. encore plus, là on le voit encore plus parce que selon avec qui tu joues, moi ça m'est arrivé par exemple dans mon spectacle, j'ai une partie où je parle un peu de cul, tu vois, mais vite fait, très vite fait. C'est pas un truc vulgaire, mais je parle, je raconte une situation qui tu vois, voilà. Et ce soir-là, je te jure, ça a pas pris du tout. Mais c'est un truc de fou. J'ai commencé l'histoire, mais j'ai senti que les gens ils étaient Avec un choqués. froid, ouais. Mais c'est trop bizarre. Et pourtant, ouais. c'était que des jeunes. Tu vois, Ouais. des fois, j'ai orienté, j'ai changé le sketch, j'ai fait autre chose, j'ai zappé, j'ai changé les mots. Ça m'arrive aussi de jouer des fois dans des trucs où il y a des religieux. Ça arrive des Oui. fois, tu vois. Et ça, si, tu es obligé de t'adapter. T'as jamais Ouais, personne qui a quitté la salle? Ça m'est arrivé une fois, ça. Après, Ah ouais. alors, écoute, C'est chaud, ça. c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Oh c'est là archi là. marrant. Je peux vous le raconter Ouais, ou pas vas-y. Et genre, je fais le festival d'Avignon et il y a un mec qui vient me voir. Tu sais, au festival d'Avignon, t'as les mecs qui viennent pour programmer ton spectacle. Et il y a un mec qui vient, il me dit, Rudy, j'ai trop kiffé ton spectacle. J'aimerais te programmer et tout. Je dis, ça va, trop bien. Et il me donne la date et tout. Et il me dit qu'en fait, la date dans laquelle je vais jouer, c'était une école catholique. D'accord. Ok. Oh là. Je dis, bah écoute, pas de souci, Ok. j'adapterai et tout. Il me dit, non, tu adaptes pas, Rudy. Il me dit, j'ai trop aimé comment t'as fait ce spectacle. Je veux que tu fasses pareil. Je dis, t'es sûr de toi? Ah, Je dis, ouais, bon. funambule. J'arrive dans l'école catholique. C'était une école qui est dans le 9e, là-bas, vers Bonneveine et tout. Et il me fait jouer devant l'église. C'était un vendredi soir de Shabbat. Mon père, il voulait m'éclater. Et je joue devant l'église. Donc, la scène, ils avaient fait une scène magnifique. C'était un festival, en fait, où il y avait plein de trucs sur plusieurs soirs. Et moi, ce soir-là, je devais jouer mon spectacle. Je joue mon spectacle et il insiste encore. Il me dit, Rudy, tu fais tout. Fais tout. Je dis, frérot, t'es sûr, frère? Il y a une partie quand même, c'est chaud. Fais, il me dit. Bon, il y avait les bonnes sœurs et tout, frère.
Je fais mon sketch, ça se passe super bien, mais un truc de fou, ça se passe archi bien. Et puis j'arrive au moment où je sais que je pars un peu en sucette, et j'envoie un gros mot pour voir juste si ça va passer. Et je dis le mot bi, tu vois, je vais pas le dire là parce que voilà. Et je dis bi comme ça. Du coup, une femme avec ses gosses, hein, ils étaient 12 enfants, frère. Elle était devant avec son mari et elle avait 4 ou 5 enfants. Du coup, la femme, elle a rigolé tout le long. Dès que je dis le gros mot, elle a fait ça. Les enfants, levez-vous, on s'en va. Et les coups, ils sont tous levés en même temps. Et ils sont partis. Ah Une rangée de Lego qui est partie. C'est ça. Oui, il y avait tu les vois, quoi. Ouais. Il y avait dans ce festival-là, c'était en plein air, il devait y avoir peut-être 70-80 personnes. Et quand il y a 7-8 personnes qui se lèvent d'un coup, c'est un dixième de la salle. Tu le vois. Ça fait, et je vois le mec, l'organisateur qui me fait continue. Elle continue au vide. Et là, je me suis dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui est parti, tous ceux qui sont restés, ils s'en foutent. J'ai jamais autant envoyé de ma vie. Du coup, j'ai fait comme il a voulu. Tu as fait quoi? Tu les as interpellés? Non, pas du tout. Tu les as laissés partir? Non, je les ai laissés partir. Et ils voulaient partir, ils partent, c'est pas grave, tu vois. J'en ai joué derrière. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, à la fin du spectacle, les bonnes sœurs, elles sont venues me voir en me disant qu'elles se sont éclatées. Et c'est souvent ceux qui ne sont pas forcément concernés que tu heurtes. De toute façon, c'est dans la vie. Hein. C'est toujours ceux qui ne sont pas concernés qui vont vouloir se mêler d'un truc. C'est vrai, et ça, c'était trop marrant, frère. Ils sont partis. Oh, j'ai dit le gros mot, ils se sont tous levés. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, ça. Mais tu as aussi un souvenir où tu t'es dit, parce que tu sais, dans beaucoup de carrières, quand je reviens sur ce que tu as dit, tu as parlé du travail. Et en vrai... je te demandais, ah oui, mais est-ce que des fois, tu as des flops, etc. Tu me dis, ben, forcément, j'en ai. Obligatoire. Mais dans un travail classique, tu n'as pas tout le temps une bonne année, un bon mois, en vérité. C'est certain, bien sûr. Donc, ça, c'est clair ce que tu dis. Et tu as aussi des succès, tu as aussi des moments où dans ton boulot, tu te dis, ah là, je suis à la bonne place, où tu as un événement qui t'a marqué. Est-ce que toi, tu as un événement de scène ou de tournage, je ne sais pas, qui t'a fait dire, bon, là... Ben moi, ça a été vraiment... c'est là que j'ai commencé vraiment, en fait. Je crois que c'était 2018, je crois. C'était en 2018, 2017 ou 2018. Je fais ça depuis 2-3 ans, mais entre guillemets à la Marseillaise, dans Dilettante, tu vois. Je jouais une fois par semaine, je kiffais. Voilà. Et en 2010, je sais plus exactement quand c'est ce que c'était, mais il y avait l'anniversaire de la mort d'Eli Kakou. Il y avait une soirée en hommage à Eli Kakou à Marseille. Et moi, je travaillais à côté à la radio, je faisais des petites chroniques à la radio, donc j'avais rencontré la sœur d'Eli Kakou, qui s'appelle Brigitte Kakou, que j'embrasse, que j'aime beaucoup. Et je lui avais dit, Brigitte, s'il te plaît, mets-moi dans cette soirée, je suis fan absolu d'Eli Kakou. Elle me dit, je peux pas, c'est que des têtes d'affiche, ça va être compliqué, etc. etc. Ce que j'ai compris, tu vois, mais j'étais quand même dégoûté, je lui ai quand même demandé. 2 jours avant l'événement, elle m'appelle pour me dire, Rudy, il y a Titoff qui n'a pas pu venir, qui peut pas venir, et j'ai réussi à te mettre dessus. Elle me dit, s'il te plaît, je te fais confiance. Je dis, t'inquiète. J'ai dit, t'inquiète. Elle les éclaté. Ça a été une des scènes. C'était au gymnase à Marseille. La salle, elle est magnifique. Je sais pas si vous connaissez cette salle, mais elle est magnifique. C'est un peu une salle quand même, un peu opéra, tu vois, avec un truc. C'est magnifique. Trop beau. Ouais, trop beau. Et c'est la première fois que je jouais devant autant de personnes. Il y avait 700 personnes, je crois. C'est la première fois. C'est chaud, 700 personnes. Et grave. Et je me suis rendu compte ce jour-là que, en fait, plus il y avait de monde, ben, moi j'avais peur. C'est pas le trac. Si, tu l'as toujours, mais c'était plus... galvanisant. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand quelqu'un qui cartonne avant moi, ça me chauffe, moi, tu vois. C'est beau. Et j'adore ça, moi. Je sais pas pourquoi ça, mais c'est une chance. J'ai des potes, ça les fait peur. Par rapport à ton job, Et du coup, j'entends tout le monde cartonner. Je me rappelle, il y avait Félix Dian qui commençait à exploser. Ah ouais, il est bon, très bon. Il y avait, je sais plus qui y avait exactement comme tête d'affiche, mais c'était un truc de fou. Avec des tueurs. Que des tueurs. Et Eli Kakou. J'avais pris que des tueurs. Et je fais un passage, frère. Jamais de ma vie, j'avais fait un passage aussi fort de ma vie. J'explose la salle. Et ce jour-là, vu qu'il y avait plein de mecs de Paris, il y a vraiment un avant-après cette scène-là. D'accord. Ils me disent, mais genre, t'es qui, toi? Je m'appelle Rudy. Et il me dit, mais pourquoi tu viens pas jouer sur Paris, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller sur Paris. Parce que j'avais vraiment fait un carton ce soir-là. Tu le sens comment par rapport à ce que tu as ressenti sur la scène, mais peut-être aussi les appels, peut-être les réseaux? Derrière, en fait, c'est surtout les professionnels de ce métier-là. Quand je suis allé sur Paris, en fait, ça avait énormément parlé par rapport à ce soir-là. Et ça avait parlé entre eux, les humoristes. Par exemple, Félix, qui est aujourd'hui un pote, je pense qu'il a, enfin, je sais pas, il a dû dire, putain, j'ai vu un mec à Marseille, il a tout niqué. Et c'est peut-être comme ça que ça a dû se... Parce que j'ai eu beaucoup de facilité ensuite, chose que
beaucoup de potes ils ont du mal, c'est que je suis allé sur Paris, j'ai joué où j'ai voulu. C'est dingue, hein. Je suis allé au Paname, j'ai joué, je suis allé au Fridge, enfin j'ai joué partout. Ouais, Et on m'a Paname, jamais. c'est coquin le Paname. Ouais. Moi, Et donc j'adore. en fait, j'ai eu Paname, cette le chance-là Fridge, et c'est ils m'ont chouette, fait un accueil tous incroyable. Et je sais que c'est pas le cas de d'autres, tu vois. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Et je pense que c'est grâce à ce soir-là, parce que c'était une dinguerie absolue pour moi ce soir-là. Et il y a eu cet avant-après. Et aujourd'hui, je joue à Paris quand je veux, comme je veux. Et c'est bon, aujourd'hui, voilà, j'ai des abonnés, les gens ils me connaissent un peu. Mais à l'époque, personne ne me connaissait et j'ai pu quand même aller jouer. Donc c'était incroyable, tu vois. C'est dingue. C'est aussi une chance que tu as provoquée. Hein. Quand Ouais, tu dis oui, que oui. tu as Tu téléphoné, l'as tu as appelé, demandé, tu vois, c'est de l'audace aussi. Mais bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Il faut faire les choses. Eh en oui. fait, Ouais. ça va pas te tomber sur Tu peux pas. Non. Parce que si j'avais pas demandé, jamais elle m'aurait proposé. C'est ça. Voilà. Non, tu as forcé les Et choses. après, les t'es obligé. planètes s'alignent. C'est ça. Parce que finalement, l'annulation, elle C'est ça. arrive. C'est Ouais, voilà. moi, Puis en plus, t'as remplacé Titov, quand même, c'est la Ouais, classe. ouais. C'est la classe. Oh, C'est Titov, la classe. c'était le taulier. Titov, c'est un monstre. Ah ouais, Flo. c'est le taulier, Titov. Et donc j'avais cette pression-là, mais moi ça me plaît. Moi je te jure, ça me plaît quand j'ai peur. C'est trop bizarre ce que je te dis, mais c'est quand il y a un truc comme ça, quand il y a du monde, par exemple quand j'ai fait le Jamel Comedy Club, j'étais avec d'autres potes ce jour-là, et il y avait Jamel qui était arrivé dans la salle. Frère, les gens se sont dit putain, il y a Jamel, ils ont eu peur et tout. J'étais en Toi, ça folie. t'a- Un gamin, en fait, je suis un gamin moi en fait. J'ai vu Jamel, j'ai dit ah, tiens, Jamel, je suis allé le voir. Oh Jamel, je suis trop content que tu me vois jouer et tout. Il a dit ah putain, moi aussi. Il est un peu fou en fait. Et moi, c'est ça, c'est ça, je trouve que je suis pas quelqu'un qui a le trac quand je joue. J'ai le trac. Mais c'est pas le trac, la peur qui me paralyse. C'est plus l'envie de bien faire et voilà, c'est plus ça, tu vois. Et c'est une chance parce que Ouais, c'est énorme. j'ai de la chance. Et justement, donc tu parles de ce moment qui a été incroyable et qui a finalement un petit peu changé le cours de ta carrière. Est-ce que la suite, avec l'intégration au Jamel Comedy Club, ça a été aussi quelque chose qui t'a fait prendre une autre dimension? Ouais. En fait, je trouve que c'est des étapes Palier. tu vois, que tu passes et qui te paraissent pas. Enfin, moi, quand j'ai fait ça, par exemple, cette soirée-là, j'ai passé un mini cap ça m'a fait quelques entrées sur Paris. Et le Jamel, ça m'a donné une crédibilité, tu vois. Auprès même de personnes proches de moi. Hein. Oui. Moi, je faisais les marchés. Ouais. Donc, moi, les gens, tous mes potes savaient que je jouais le soir, mais Oui. pour eux, Ouais, comme ça. Il fait deux blagues. Et quand j'ai commencé à faire le Jamel, quand je commençais à avoir des articles dans la Provence, alors qu'ils me connaissent, hein, ben pour eux, ça a été une crédibilité. Tu sens le regard des gens changer. Donc je me dis, putain, si ces proches-là, qui me connaissent bien, ils ont changé d'avis sur moi comme ça, mais ceux qui me connaissent pas, en fait, ça va être démultiplié. Et c'est et ça, je m'en suis rendu compte après le Jamel Comedy Club, quand je l'ai fait, ben, genre, tu es validé, en fait, pour les gens. C'est bon, tu as fait le Jamel, tu es un peu validé. Ouais, c'est un peu l'école de la C'est ça. réussite, le Jamel. Donc, en gros, c'est ça, alors que c'est le début, hein. C'est juste Un le grand début. bravo à Jamel aussi, parce que franchement. C'était un des pionniers sur c'est un le monument. comédien en C'est le France. premier qui a donné la chance à Non, tout mais le tu monde. vois, ça, c'est Et pour puis moi. là, ouais, c'est vrai qu'il a donné la chance à tout le monde. Ouais, T'as raison. ouais. Dans Aujourd'hui l'humour, encore. ça, il y Il a a un sorti avant, des un humoristes. après. Hein. Ouais. Les romans et tout, ils sont passés chez lui. Mais bien sûr, Tu vois, donc. Farid, il a sorti Farid, du Jamel. non, j'adore. mais Mais la liste incroyable. est longue, hein. Franchement, Ah, il a des. De Ahmed Silla, même s'il faisait plein de trucs déjà de chez Ruki et tout, c'est quand il a fait le Marrakech du Rire qu'il a explosé comme ça. Voilà. Alban Ivanov, pareil et tout. Putain, le Marrakech du Rire aussi. Marrakech du hein. Rire, Non, mais c'est- Jamel. Jamel, franchement, il a fait énormément pour Respect. l'humour en France, c'est incroyable. Ouais, complètement, je suis Non, d'accord avec toi. Ah ouais, vraiment. Et du coup, Jamel de Comedy Club, t'es validé en fait par le monde du spectacle et par les amis et par tout le monde. Par le Ça t'amène quoi? De la visibilité, des nouvelles opportunités, j'imagine? Des nouvelles Des téléphones opportunités, qui sonnent. exactement. Là, on m'a appelé pour venir jouer de plus en plus. Rudy, j'ai un événement parce que ça se beaucoup. On voit ce qui se passe à la télé et sur les réseaux, mais le vrai travail, tu le vois pas en vrai. Ouais. C'est les gens qui t'appellent pour jouer. Ouais. J'ai un événement là, j'ai un ci, j'ai un là. Et ça, on m'a appelé de plus en plus. Ça a tout changé, ça. Parce que tu passes d'un moment où tu te gères toi tout seul C'est ça. à un moment où tu as des gens qui vont un peu gérer ta C'est ça. carrière. En fait, je suis passé de est-ce que je peux jouer à Rudy, on aimerait que tu viennes jouer. Voilà, Ouais. ça change Ouais, tout, frère. C'est ça. fou, hein? Ça Oui, c'est bien. Ça, c'est Ah. quand t'es établi, quoi. Tu commences Ah à ouais, être ça établi. c'est incroyable. Ça, j'ai vraiment senti la Et différence. ça avec t'a le amené de la Jamel Comedy confiance Club. supplémentaire? Alors non, parce que Tu crois en toi? non, c'est au contraire, moi. Tu vois, j'ai toujours l'impression d'être de démarrer. Moi, et je veux garder cette mentalité-là. C'est Parce bien, que, comme je te dis, c'est ceux qui s'arrêtent pas qui besogneux. ouais. Et moi, je veux pas m'arrêter. Je veux pas. Je me suis fixé des objectifs beaucoup trop gros pour pouvoir m'arrêter. Comme ça, Bien je me sûr. dis, moi, je m'arrêterai pas. J'ai toujours eu besoin de faire ça, de faire un métier où je m'arrête pas, sinon je me lasse vite. Fonceur. C'est vrai, ouais. On aime ça. Eh ben, tu sais, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est quoi? Sur mon lit, sur mon canapé, en voyage.
c'est le fameux Netflix. Moi, Comme il l'a vendu. Grave de ouf. C'est incroyable. cuisine, tu sais, il est partout, lui. Il a fait C'est un fou. teasing Ouais, de dingue. Après, ce qu'il dort avec toi, Ah, t'es là, Netflix. Netflix. Netflix, c'est ouf. T'as, Eh ben pourtant, tu étais soit dans une cuisine, soit quelque part, mais je t'ai vu. Je t'ai avec vu. le fameux êtes-vous toujours en train de regarder Netflix? Ouais, Ouais. c'est ça. On sait. Vraiment, les gars. On sait. Et je t'ai vu dans The Circle France. Ouais. Alors ça, c'est énorme. Enfin, Ouais, c'est ouf. moi, je trouve ça, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, Netflix, pareil, hein, c'est... Autant j'étais excité par le vidéocassette que j'allais chercher avec la pizza quand j'étais C'est petit, vrai. que ça, Ouais. ils te l'ont mis sur l'écran, c'est la même C'est un excitation. truc de fou, c'est le dingue. vidéoclub à la maison. Et puis franchement, ça te fait sortir des artistes, des acteurs qui normalement n'auraient pas pu le C'est ça. faire Ouais, par c'est une le grosse système vitrine, ouais. traditionnel. C'est Ah énorme, ouais. ouais. Toi, comment ça se passe ça? Est-ce que c'est eux qui te contactent? Comment est-ce que ça t'a... Ben, ça, c'est venu à toi? Alors ça c'est ouf, ça aussi des fois la vie elle est trop bizarre. Ça c'est eux qui m'ont contacté en fait, c'est une meuf qui me suivait sur les réseaux sociaux, qui était casteuse. Je sais même pas si elle me suivait, même connaissait en tout cas, Salomé, que j'embrasse d'ailleurs, parce que franchement je lui dois beaucoup. Et elle m'a contacté parce qu'elle était tombée sur une vidéo de moi que je faisais, tu vois, quand je fais mes vidéos de parodie où je mets les mecs beaux gosses à côté. Ouais. Elle était tombée sur une vidéo comme ça. Elle a dit putain Rudy, elle m'appelle pour me dire voilà, on fait une nouvelle émission sur Netflix et on cherche un profil comme toi. Ça faisait des semaines et des semaines qu'ils trouvaient pas. Le mec avec beaucoup d'autodérision et tout. Parce que c'est vrai que la plupart des mecs ils veulent faire les beaux gosses, Oui. tu vois. Et vous savez, j'ai abandonné ça, frère. Je sais que je le suis pas. Faut pas jouer sur ce truc-là. Kim Gainsbourg. On est la team charisme. C'est ça. Faut tout miser sur le charisme. Exactement. Oublie que t'as aucune chance. Team Sympathie. Voilà, Team Jean-Claude Sympathie. Duss. D'ailleurs, j'avertis déjà tout de suite, les beaux jours arrivent. Cette année, je n'aurai pas le Summer Body. Je vais miser sur ma sympathie une fois de plus. Voilà. Il est très sympathique. Mais du coup, elle m'appelle. Donc voilà, Salomé m'appelle pour me proposer cette émission-là. Et moi, pour moi, c'était une télé-réalité. Je crois que c'était une télé-réalité. Tu vois, je lui dis, bah écoute, je sais pas si j'ai ma place dans ce genre d'émission. Il me dit non, mais c'est pas du tout comme ce que tu penses. Et elle me donne une ref. Elle me dit, est-ce que tu connais la série Black Mirror et tout? J'ai dit oui, j'adore. Elle me dit, dans un épisode, il y a des gens, ils se notent. Je dis oui, je vois très bien. Elle me dit, mais ça va être ça le concept. En fait, les gens, ils vont se noter les uns les autres et c'est un peu. Et comme vous n'allez pas vous voir, vous savez pas qui vous notez. Et j'ai trouvé le concept super cool dans le sens où il faut faire attention à qui tu parles sur les réseaux sociaux. Oui. On est en plein dedans en plus en ce moment Ouais. avec les enfants, etc. Bien sûr. Sur lequel il faut. Moi, j'ai des enfants, donc je suis très, très attentif à ça. Mm. Et j'ai trouvé ça cool. Donc je lui dis ok, ça va, tu vois. Donc et donc je suis monté sur Paris pour faire le casting et c'est comme ça que je l'ai fait. Casting validé. Validé. Mais on y va. tu sais, ce qui est fou, c'est que je voulais pas monter parce que pour moi, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est une télé-réalité, j'avais pas envie d'y aller. Elle m'a dit, quand t'es sur Paris, viens, j'aimerais vraiment te voir en casting. Je me dis, ouais, ça va. J'allais pas monter sur Paris. Je sais pas, j'allais pas monter avant des semaines ou des mois. Le Jamel Comedy Club, il m'appelle 3 jours après pour me demander de venir jouer dimanche parce qu'ils aimeraient venir me voir pour le Jamel Comedy Club. Je monte. Et comme je me suis dit, je suis là, je vais aller faire le casting. passé. Cette année-là, c'était en 2019. Cette année-là, j'ai pas été pris au Jamel. Mais je suis monté pour ça. Hein. Ils m'ont pas pris au Jamel, mais j'ai été pris sur Netflix. Et le Jamel, ils m'ont rappelé à la sortie du confinement. T'imagines Ouais, ça, comme Pourquoi c'est fou. rien n'arrive sans rien. Je serais pas monté sinon. S'ils m'avaient Ouais. pas appelé. Eh oui. Rien n'arrive sans rien. ça Non, rien- mais c'est que c'est un truc de fou. c'était pour toi, il Ouais. fallait le faire. Ouais. Et du coup, Fallait c'est comme le ça faire. que j'ai fait Netflix. C'est dingue quand même. Hein. Et ça t'a apporté quoi sur le plan peut-être humain ou business? Est-ce que peut-être Alors, même c'est- technique, hein, parce Alors que ça, c'est autre chose. franchement, concrètement, vraiment, ça m'a apporté de la visibilité. Ouais. C'est le plus. Ouais, Moi, je l'ai fait pour ça. Je leur ai dit, moi, je le fais. Je suis humoriste. Je viens de commencer. J'ai commencé il y a pas très longtemps et je jouais une fois par semaine et tout, une fois par mois, des fois mon spectacle. Et je dis, voilà, moi, je voudrais juste avoir de la visibilité et ça m'a apporté de la visibilité. Les gens, il y en a plein qui pensent que j'ai commencé le stand-up après Netflix. Hein. Par rapport à ça, ouais, Ouais. d'accord. Et maintenant, on te voit dans plein d'émissions. Ben ouais. Le lundi soir, je regarde avec ma femme Marie au premier regard. Là. Et elle m'a dit, mais c'est Rudy, mais il est dans Marie au premier regard. Ouais, ça, c'est C'est dingue. incroyable. Ça peut-être ça passe. Je crois que ça passe ce soir. Ça, c'est marrant. Frère. D'ailleurs, Eh avec oui. des potes, on essaie de faire la version 2, Mario au premier Renoir. ça peut être vraiment, Marie au premier regard. J'ai envie de le faire. un massacre, ça. Frérot, tu peux faire. Ça peut être un carnage. Ça. Ah Mario ouais, au ouais. premier Renoir, c'est un con. Voilà, je te concept sur ma vie. Bon, C'est moi, il y a un incroyable. truc à faire là. Ah, Mario premier Renault, c'est archi marrant. Ah, t'as beaucoup de singularité. Tu sais, t'as un humour qui est bien à toi. Et tu parles beaucoup de ta vie, de tes émotions, de tes expériences. Pourquoi tu fais ce choix d'humour authentique? Tu sais, il y en a d'autres qui sont plus techniques et qui vont chercher peut-être des sujets particuliers. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu le fais de ton plein gré? Vas-y, j'ai envie d'être authentique.
Ou est-ce que, voilà, comment tu as fait ce choix-là? J'ai pas choisi, en fait. Je suis comme ça. En fait, c'est spontané. Je suis quelqu'un de très spontané. Je suis quelqu'un de très impulsif. Pas dans le mauvais sens du terme, impulsif, la bagarre, rien à voir. Je suis juste, en fait, je réfléchis pas. Je réfléchis pas. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. D'accord. Et je me dis, bah écoute, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, j'essaierai de comprendre pourquoi ça plaît pas. Mais je me pose pas la question. Et en fait, quand il y a un truc qui me fait rire, je le fais direct. C'est comme pareil pour mes vidéos, je poste énormément, tu le sais, vous le voyez, je poste énormément sur les réseaux sociaux. Tout le monde me dit, Rudy, comment tu postes? Je dis, frère, si j'ai envie de le faire, je prends le téléphone, je le poste. Je regarde pas à quelle heure il est, je regarde pas à quelle heure jour il est. Et quel jour il y aura le plus d'audience. Ça, j'ai arrêté avec ça. Au début, je faisais ça. Au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je dis, attends, il faut poster quel jour? Il faut pas se poser de questions. Pas de règles. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les réseaux, d'après pas mal d'études, ils réagissent super bien au contenu authentique. C'est-à-dire qu'ils quand c'est trop monté, quand c'est trop lisse, les gens ils veulent de la fraîcheur, trop parfait. Maintenant, les gars, ils préfèrent que tu prennes un petit selfie, un petit peu pixelisé des fois. C'est ça. Et si ton contenu, il sort de ton cœur et que c'est authentique, c'est le propos. passe, quoi. Mais est-ce que cette authenticité-là, c'était un peu aussi ta manière d'être quand tu étais minot, ton mode d'intégration pour un peu faire les collègues, un peu aller un peu draguer les filles? C'était un peu ta manière d'être aussi? Ah ouais, j'ai toujours été comme ça. Alors, comme je te dis, j'étais quand même très, très, très timide, moi, mais c'était un truc de fou. Ça m'a énormément aidé, moi, dans ma vie personnelle. Moi, ma plus grosse réussite pour moi, c'est de ne plus être comme j'étais avant. Parce que c'était maladif. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein qui vont halluciner de dire que je dis ça, mais je te jure, pour moi, c'était vraiment. Même si je faisais. Ouais, c'était une maladie. Je m'angoissais. T'arrivais dans une classe ou t'arrivais dans un nouveau club de sport. Tu te sentais comment? Je ne veux pas te ramener à cet état-là, mais j'avais l'impression qu'on se foutait tout le temps de ma gueule. C'est horrible, hein, frère. C'était le regard des autres, alors. Ouais, le regard des autres. Et aujourd'hui, je m'en fous à un point que c'est incroyable. Mais c'était un vrai exemple parce qu'il y a un vrai sujet, notamment pour les jeunes. Moi, j'ai un enfant qui a 15 ans. Ils sont pile dans l'âge où le regard des autres, si t'as pas les habits comme les copains, c'est un mode d'intégration, ce qui est pas normal d'ailleurs, parce qu'au final, c'est des conneries. Mais ça, tu le comprends quand t'as 40 balais, tu te dis, mais en vrai, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'être soi-même. Exactement. Et toi, c'est ce que tu fais avec de l'authenticité, avec ta bienveillance, et les gens, ils ont besoin de ça, ils aiment ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, mais avant, c'était pas le cas parce que j'osais pas, parce que je me suis dit, ils vont se foutre de ma gueule. Par exemple, les vidéos YouTube au début, pourquoi je les mettais pas en public? Parce que je me suis dit, frère, si on le voit, on va se foutre de ma gueule. Et on s'est foutu de ma gueule, parce que c'était pas drôle, parce que putain, et je sais pas, et à force de bide, tu vois, des fois, tout à l'heure, on parlait, et à force que. Voilà, à force de bide, à force de que ça marche, c'est vraiment quand ça marche pas que tu avances. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est toujours, on parle toujours des réussites, mais échecs, c'est quand ça marche pas parce que moi aujourd'hui, vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand ça marche pas. Quand je fais un truc qui marche pas, parce que je me dis, ah putain, si ça n'a pas marché là, il faut que je comprenne pourquoi. Non, c'est ça. Mais vraiment, moi, à partir du moment où je me suis dit, c'est bon, on s'en fout, ça a tout changé. Puisque tu maîtrises vraiment, pour faire l'analogie à ce que tu disais par rapport à ce que tu prônes auprès de ton fils, c'est de dire, moi je dis à mes enfants, ce que tu donnes, c'est toi qui es responsable de le donner. Exactement. Ce que tu vas recevoir finalement, que ce soit un avis positif, quelqu'un qui t'en veut, quelqu'un qui t'aime pas. J'ai dit, tu peux te faire toutes les mathématiques dans la tête, c'est pas à toi que ça appartient, c'est lui qui prend la décision de te donner du feu ou de l'eau. Exactement. Voilà, tu n'es vraiment pas responsable de ce qu'on te donne, c'est vrai. C'est pour ça que c'est quelque chose aussi que je dis beaucoup à ma fille. Je dis franchement, donne tout ce que tu veux, et si on veut pas te donner, c'est pas grave. Mais au moins, toi, t'as donné, au moins, tu es content. Voilà. Et voilà, ne donne pas pour recevoir, mais si tu reçois, tant mieux. Voilà. Mais si tu donnes, donne. C'est des vraies belles paroles, ça. Moi, je cautionne à 2000%. Parce qu'en fait, après, t'es déçu. Et t'as toujours de la peine et tout. Et je vois ma fille, malheureusement, elle a hérité de. Elle est empathique. Beaucoup trop. Elle a hérité de ce que. Et ça peut être difficile, hein. Pour moi, je te dis la vérité, il y en a plein qui disent, ouais, c'est trop bien, c'est un fardeau. Pour moi, tu prends un peu toute l'énergie des autres, c'est fou, c'est une galère. J'arrive à gérer ma peine à moi, c'est trop bizarre, mais j'arrive pas à gérer la peine des autres. C'est sûr. La peine des autres, elle me brise, moi. C'est un truc de fou. C'est compliqué. Donc, tu vois, je suis passé par plein d'épreuves, comme tout le monde. Et ben moi, ce que j'ai toujours eu plus de mal, c'est de gérer la peine des autres. C'est galère. La peine des autres me fait de la peine. C'est pour ça que j'ai voulu faire rire. C'est pour ça. C'est ouf. C'est beau, c'est un bel échappatoire. Tu sais ce que vous apportez en fait. Les gens, ils ont leurs semaines, ils ont leurs complications. On en parlait avec les Jobastres. Quand tu as un
un gars qui arrive, tu le connaissais pas, tu l'as vu peut-être même sur les réseaux, et je pense qu'il y a une différence quand même. Hein. Ouais. T'as vu sur les réseaux, tu te le prends en pleine tête. Moi, et puis moi j'ai toujours, je vais te dire même mieux, moi j'ai toujours une crainte. Moi j'ai beaucoup l'humour, j'en ai regardé 1 milliard de spectacles et tout, je suis gros consommateur, mais j'ai toujours une crainte de regarder des mecs qui me font rire sur Internet, sur Instagram, et aller voir un spectacle complet. Ouais, c'est très différent. Tu vois, parce que je me dis toujours, et j'ai l'exemple, tu vois, de Jérôme Niel. Tu connais Jérôme Niel, il est incroyable. Moi j'adore. Moi j'aime trop. J'adore. Il est fou complet. C'est le monsieur Clivant. Non, il est pas clivant. Il est juste fou, lui. Ouais. Il est fou. Il est fou total. Hein. Mais Jérôme Niel, c'est vrai qu'on le voyait sur les réseaux, il nous faisait mourir de rire, mais avec des trucs de fou furieux. Et je l'ai vu en spectacle, j'ai pleuré de rire. Et en plus, dans le partage, il nous a fait monter sur scène. C'est un fou. Moi, je suis absolument fan de ce mec. Je l'aime trop. Ouais. Je l'aime trop. Et je sais que, tu vois, il y en a plein qui voient des spectacles en vidéo, enfin des sketchs en vidéo que les humoristes postent. Et t'en as plein qui vont les voir après en vrai, qui disent putain, j'ai pas aimé, j'ai préféré en vidéo et tout. C'est vrai. C'est malheureux, hein. C'est fou, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tellement différent les réseaux sociaux et le vrai spectacle. C'est deux métiers différents. Des énergies, ça n'a rien à voir. S'il y a du feeling, je suis d'accord avec toi, mais bref. C'est des vrais sujets en tout cas. De ouf. Et puisqu'on parle un petit peu de succès et de difficultés aussi, t'as déjà vécu, j'imagine, des moments compliqués. C'est quoi dans ta carrière le moment le plus dur de ton parcours ? Dans ma carrière, ouais. J'ai pas de moment en particulier. Je pense que c'est le fait que ce soit long en fait. Ça, c'est long avant de réussir à faire un truc parce que pour moi j'ai pas encore réussi comme je voulais. Comme je voudrais, pardon. Donc je suis encore dans la quête du succès, tu vois, cette quête interminable. Oui. Qui n'arrive jamais. Elle arrive jamais. On cherche un truc, on est. Tu sais, moi, j'avais fait l'espace Julien, c'était quasiment complet, c'est un truc de fou. J'ai fini l'espace Julien, je dis, et j'ai pensé à un autre truc. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça, ce qui est horrible quand on a envie d'avancer tout le temps, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, je crois que les plus grands artistes, j'ai vu il y a pas longtemps Charles Aznavour, j'ai vu le film sur Aznavour. Je l'ai vu aussi. Tu savais comment il est malheureux en vrai? Ah ouais. C'est un truc de fou. Alors que le mec, il a rendu heureux des millions de personnes avec ses musiques. Il fait partie de la légende. C'est une légende absolue. C'est une légende. C'est parce que j'ai vu ce film il y a pas longtemps que j'en parle. Et dans le film, il y a un exemple où il rencontre son ex-associé. Lui, il est heureux, il a fait sa vie. Il n'a pas eu de succès, mais il a eu ses enfants, etc. Et le mec, il demande à Charles Aznavour, et toi, tu es heureux? Il fait ouais. Alors que c'est Charles Aznavour, frère. C'est une dinguerie. Mais tu sais, c'est difficile, je trouve. Mais c'est trop dur d'être comme ça. C'est dur. Les ambitieux, la maladie des ambitieux, on n'en parle pas souvent, mais c'est compliqué. Hein. C'est trop dur. C'est le toujours plus, moi j'appelle ça. C'est toujours plus. C'est toujours plus. Ah, j'ai fait ça. Eh ben écoute, après, derrière, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Derrière, et là, il y a ça, et encore. C'est ça. C'est ce qu'on des fois ça arrive avec des fois on se dit les personnes qui sont super riches, mais pourquoi ils veulent avoir encore plus d'argent, c'est exactement la même chose en fait. C'est leur manière d'avoir du succès, c'est d'être riche. Nous, c'est de remplir des salles, de faire autant de gens. Et puis tu te dis tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours avoir une autre idée de dingue. Moi je cogite énormément, donc je suis tout le temps en train d'avoir d'autres idées, de machin, etc. qui sont pas forcément bonnes en plus. Donc tu te plantes, il faut que tu en aies d'autres, tu vois. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué d'être comme ça. Est-ce que tu as des moments où tu t'es dit, parce que ça arrive souvent, que ce soit dans le sport ou d'autres disciplines, allez là, franchement, c'est trop dur, j'ai envie d'abandonner. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bien sûr que c'est arrivé. Des fois, je me dis, ça y est, c'est bon, frère. C'est bon. Et tu penses à quoi après? Si j'abandonne, je fais quoi? C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Quand tu te dis ça, mais ça dure pas longtemps quand tu poses la question. Mais je me le dis, hein, des fois. Des fois, tu es fatigué, tu en as marre, ça marche, mais pas comme tu voudrais que ça marche. Et tu sais très bien, et tous ceux qui font ce métier-là, moi, je crois pas aux gens qui disent, surtout dans les métiers artistiques et où tu es obligé d'avoir une petite célébrité pour pouvoir briller, tu peux pas te contenter de faire des petites salles. C'est pas vrai, frère. Tu as envie de tout défoncer. Ça fait partie du jeu. Surtout moi, je m'en fous c'est ça. Moi, je m'en fous d'être une star. Ça, vraiment, d'être une star, je m'en branle tout le temps. Je veux juste faire rire le maximum de gens. Mais pour faire rire le maximum de gens, t'es obligé de passer par la case célébrité, tu vois. Et c'est ça, et tu es obligé. T'es obligé. Je me rappelle un jour, il y avait le mariage d'un collègue, il y avait un chanteur, c'était un monstre. Le chanteur, c'était un tueur à gages. Mais il chantait dans les mariages, le pauvre, tu vois. Et
très heureux, mais avoir discuté avec lui, je sais qu'il voulait faire une vraie carrière de chanteur, entre guillemets, sans manquer de respect aux chanteurs qui font les mariages, mais ils ont besoin de manger, tu vois. Et j'ai mon pote j'ai un pote, il est un peu sgeg, tu vois. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Mais pourquoi t'essayes pas d'être connu? Oh. Ah, il a tué. Il a détruit. J'ai vu, frère. Ouais, Frère, ça s'est Renoir, fissuré. il est devenu blanc. Ah, il s'est fissuré. Je te jure, il est devenu pas. J'ai vu qu'il était pas bien à la question. Il a tué. Parce qu'il a ramené à son rêve. à son rêve, son quête de rêve, à sa quête qu'il était en train d'essayer d'avoir, et il lui a ramené à ça. C'est horrible. Mais parfois le talent ne suffit pas aussi. C'est ça parce que c'est peut-être ta connexion, le réseau qui t'a été voir. Et puis peut-être après des fois aussi, ce genre de phrase-là peut te mettre un électrochoc aussi. Peut-être aussi, ouais. Tu vois, parce que là, peut-être qu'il était dans un confort, parce qu'il gagne bien sa vie, ces mecs-là. Peut-être qu'il était dans un confort, etc. Et puis il s'est dit, putain, mais merde, frère, c'est pas pour ça que je l'ai commencé. Exactement. Tu vois, exactement. C'est fou. Mais tu vois, tu parlais de talent. Tu sais comment. C'est un truc. Je vais dire un truc de fou. Mais je crois pas moi au talent. Il y a des gens qui sont talentueux de base et tout. Mais je crois plus que c'est envie de faire un truc. Par exemple, moi, je joue de plein d'instruments. Mais je suis pas un mec qui a du talent. C'est parce que j'avais envie de jouer de ces instruments-là. Lesquels? Je joue du piano, de la guitare, un peu du violon, du ukulélé, etc. Enfin voilà, j'aime jouer des instruments de musique, ça me plaît. J'ai pas voulu rigoler. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas incroyable? Tu cuisines aussi? Ouais, j'adore cuisiner. Mais c'est parce que. Attends, mais sa femme, c'est Gabi. Tu comprends pas le reste? Redis-le, frère, s'il te plaît. Ah, tu sais, sa femme, attends, je fais. Sa femme, c'est Gabi. T'as entendu? Mais c'est quoi ça? Parce que j'ai envie de faire des trucs. Mais les gars, pause. Tu attends, t'es Marseillais déjà, c'est une qualité ça. Par contre, c'est mon seul talent. Voilà, c'est mon seul talent. Ça, déjà. Le mec est Marseillais, il fait rire. Boxeur, piano, guitare, c'est-à-dire que n'importe où, même dans ukulélé. Oh, même dans la dèche, il y a un feu, il sort la guitare avec madame, il fait des merguez. À Koh-Lanta, tu vas le voir un jour, frérot. Ne me dis pas que tu fais des gâteaux et tout, parce que là après c'est bon, tu es l'homme marié là. Non, moi j'aime le salé, donc je fais des bons plats en sauce. Mais je faisais sur les marchés, je faisais les plats cuisinés, moi je faisais la paella, les plats cuisinés. Mais tu vois, c'est ça aussi, parce que on va souvent sur les stéréotypes, les cinémas, mais toujours creuser, je pense, derrière. Tu vois, les gens, les qualités, il y a les bagages bien remplis, là. Franchement, bravo pour tout ça. C'est pour ça que je te dis, je crois pas forcément au talent, parce qu'on a tous, on sait tous, il y a des trucs, moi, il y a des trucs que je sais faire plus que vous, et vous avez des trucs que vous savez plus faire que moi. C'est juste envie de faire les choses. Moi, j'avais envie de cuisiner, j'avais envie de jouer de la musique, j'avais envie de dessiner, parce que je dessinais, j'avais envie de dessiner, j'avais envie de faire ces trucs-là. Pour moi, c'est ça le vrai talent. C'est avoir envie de faire un truc et de le faire. Pour moi, c'est ça le talent. Ouais, c'est vrai. Et tu fonces et tu. C'est vrai. Ça. Parce que frère, mes premières scènes, la première fois que tu m'aurais vu jouer, j'ai dit frère, d'où il a du talent. Mais c'est le début, ça se construit. C'est du travail. Il a peut-être un talent, mais il a pas. C'est ça. C'est du travail et de l'envie, c'est tout. Je crois qu'on va se terminer avec un petit jeu avant de se quitter. Nous on adore, nous on aime bien les jeux, on est joueurs. Il nous reste un petit peu de temps là. Voilà, chez Otakin, on fait un jeu ou pas? Toujours. On fait un jeu. Peut-être on va s'appeler Otakin à la fin. Otakin. Je sais pas. On taquine. Ça sera grâce à lui. On taquine. Ça tue. Retrouver Dati en première partie du spectacle de Rudy. Pour les bides assurés. Mario au premier Renoir. Bon, ça c'est le concept, tu es obligé de le lancer. C'est sûr que tu vas le faire. Je ferai une conversion de vidéo, une parodie de Mario au premier Renoir. Ça doit être trop méchant. Viens, on l'a fait, frère. On l'a fait. Mais oui. Ah, franchement, là, ça fait longtemps. On va la faire, c'est sûr. Je t'en parlerai en off de tout ce que j'ai fait sur ça. Je me suis fait des stories tous les soirs. Je faisais Mario au premier Renoir. C'est marrant. C'était incroyable. Bon, on fait un petit jeu? Allez. Bon, le petit jeu, c'est quoi? Le petit jeu, ça s'appelle, et là, on a hyper travaillé notre nom de jeu. Si c'est doux, c'est pas doux. C'est pas doux. Il faut que ce soit dur. Faut que ce soit dur. Doux, c'est du relief. C'est bon pour toi ou quoi? Non, vas-y, c'est bon. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une impro rapide. Donc, tu dois faire une punchline avec les mots qu'on va te sortir. Ok. D'accord? Marseille. Bide. Attends, n'importe quel mot? Pas un mot qui commence par d'où? Phrase tranquille. Non, pas un mot qui commence par d'où. Parce qu'il faut m'expliquer 1000 fois les règles. C'est pour ça que je fais pas Koh-Lanta, je comprends pas les épreuves. Donc, Marseille. Ouais. Allez, la caricature. Ouais, Marseille, c'est la chaleur. Chaleur. C'est la chaleur des gens et la chaleur du temps. Les réseaux sociaux.
Galère, frère. c'est la galère. C'est la S. Cœur, frère. C'est la galère. Mais c'est tellement paradoxal. C'est trop bien et c'est la galère en même temps. Ouais. Les Tu m'insultes, cœur. rendez-vous amoureux. C'est la galère. C'est la galère, moi. J'ai galéré, frérot. Ça, c'est vrai. Mes plus gros billes, c'était ça, frère. Ouais. Et le dernier, les repas de famille. Ah, c'est la vie. Ouais. Ouais, c'est la vie. Ouais, c'est trop important, ça. C'est le plus important. Ah oui. Ah, on l'a senti là, c'est la vie. Ouais. Là, bam, là, tu as touché en plein cœur là. Là, c'est le moment où il est dans le TGV, tu sais, il reste 1 heure. C'est ça. Et en rentrant de Paris, c'est dit, oh putain, il y a le C'est repas là. ça, putain, ça y est. Putain, mes filles, elles me manquent et tout. Après, Ah une heure oui. après, elles font bordel. Je fais, ah, c'est bon, je vais Ah, c'est repartir. bon, allez, c'est bon. Au fait, j'ai une réunion là. Ah ben la manche 2, les humoristes, tiens. Ouais. Eh ben là, du coup, on aimerait que tu nous donnes un premier souvenir ou un mot qui te vient. Ouais. Peut-être que tu n'as pas de souvenir avec cet humoriste. Sur ces humoristes-là, tiens, Ok. on en a 4. On n'a pas mis assez de femmes, tiens. C'est vrai. Gad Elmaleh. Ah, c'est le taulier, Gad Elmaleh. Taulier. C'est vraiment l'exemple pour moi parce que vraiment, il est incroyable parce que aujourd'hui, il a fait le VIX à Marseille et je lui dois beaucoup parce que c'est beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré Philippe Lelouch qui m'a vu jouer en Comedy Club. Enfin, j'avais Énorme. déjà rencontré Philippe Lelouch déjà, mais on s'est revus dans son Comedy Club et c'est comme ça qu'il m'a proposé la pièce. Donc incroyable. Et Gad Elmaleh, c'est le taulier, c'est le plus fort. Aujourd'hui, avec la notoriété qu'il a, il continue à jouer dans des petits Comedy Clubs pour bosser, tu vois. C'est beau, hein. Et c'est incroyable. Moi, je me rappelle avoir vu quelques fois en spectacle au Zénith à Toulon. C'est Il me faisait un exemple. mourir de rire. Masterclass, Ah ouais, Gad. très fort. Ouais. Ah, tueur. Et en plus, aujourd'hui, franchement, il a une note DA encore. Ouais. c'est Mais il a évolué avec ta vie, avec C'est ton ça, âge, exactement. c'est chouette. Ouais. Sa vie, elle a évolué, c'est complètement dingue. Bon, on arrive sur un autre GOAT. Hein. Tu sais, les montagnes, en général, il n'y en a pas qu'une. Il y a Jamel Debbouze. Ouais. Jamel Debbouze, c'est quelqu'un qui donne la chance à plein de gens. C'est un monstre. Vraiment, c'est un monstre de la télé, ce mec, tu vois. Et c'est un monstre télé. Quand j'ai fait le Jamel Comedy Club, on était, c'est lui qui avait présenté l'émission. 3 secondes avant qu'il monte sur scène, il savait pas ce qu'il allait faire. Il a fait le bordel. Ah ouais. Dès qu'il y a des caméras qui s'allument, ce mec, il se transforme. C'est un monstre. Il est monstrueux, Jamel. C'est fou, hein. Et puis il donne la chance aux gens. Frère, il donne tellement la Ça, chance. c'est bien. Ouais. Grâce à lui, il y a plein de gens qui sont. Moi, je lui dois déjà. J'ai fait le Jamel Comedy Club, donc Tu sais, merci. il est plus en retrait et tout là. Mais c'est ça, Et puis, aujourd'hui, c'est il est une tuerie, Parce quoi, que maintenant, c'est l'humilité. c'est le daron maintenant de C'est ça. l'humour. Aujourd'hui, il fait oui. passe des maintenant. hein. C'est exactement voilà. Il Aujourd'hui, fait pas le LeBron James, lui. Non, ouais, Non, c'est- non, c'est- Il restait à pas lâcher le parquet. Ouais, c'est ça. Non, il fait les passes des maintenant. C'est ça, c'est très différent avec Gad. Gad, il continue d'être sur scène, il est passionné de la scène. Et Jamel, il adore donner sa chance à d'autres gens, tu vois. Ça, Ah, c'est fou. c'est une tuerie. Eric et Ramsey. Ah, putain, qu'est-ce qu'ils sont Ils font délirer. Je les aime trop, moi. Ils Ah, sont mais trop c'est marrants. trop C'est les rois de l'absurde. C'est mon humour à 2000%. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Quand ils sont tous les deux ensemble, on dirait Eric, deux enfants. moi, Eric, quand il se met à rire, je suis mort. Tu l'as vu, Platane Ah, mais Sa série, Platane Ah non, mais Eric il me fout en l'air. Ouais, ce ils mec. sont, les deux, c'est quoi les deux, c'est deux personnes avec qui tu as envie d'être pote. Ouais. Moi, je les Ouais, connais, ouais. je les connais pas. Je les ai jamais rencontrés. Et j'aimerais trop être copain avec eux. Ouais. Ça, j'aimerais trop ouais. quoi. Ça, tu passerais des Et moments. il y a à côté de l'impression ça- qu'ils font ça entre eux, Mais Ouais. c'est ça. mais que toi, en fait, si tu es dans un repas avec eux, tu vas t'asseoir, tu vas les Mais regarder. c'est Tu vas exactement dire, ça. ah, mais on vous fait chier ou quoi? Mais en C'est fait, ça. non, tu vas rigoler. Mais tu Ouais, sais, ouais, c'est quand ils ont sorti Comedy Class, je te jure que la plupart des gens, ils ont regardé Comedy Class. Moi, j'ai des Comedy Class, j'ai plein de potes qui l'ont fait. Ouais. Je les ai même pas regardés pour eux. Je les ai regardés pour revoir Eric et Ramsey ensemble. Ah, ouais, c'est trop bien. c'est ça Ah, qui c'était était cool, Comedy Class. fantastique. Ah ouais, c'était Ah bien. ouais, c'était trop bien, Ouais. putain. Et en plus de ça, Ramsey, c'est un acteur incroyable. Incroyable. Et Ouais, le mec, il incroyable. sait faire de Très l'humour, bon. mais Ouais, ouais. Très, il sait très faire bon. des films où il joue des rôles un Ah peu ouais. dark et tout, mais c'est un acteur de Il est talent. monstrueux. Moi, j'adore. Franchement, ouais, ils sont monstrueux. trop J'ai forts. un ami, Elias, qui a fait de la figuration. Il m'a dit, mais quand tu le vois, c'est un acteur de C'est un fou. boss. Mais bien hein. sûr. C'est- Tu sais, les gens qui ont énormément de succès, que tu vois tout en haut, c'est pas pour rien. Jamais, Ouais. c'est jamais. Ouais. Que tu aimes ou que tu aimes Et pas. depuis aussi longtemps. Depuis aussi longtemps, c'est jamais pour rien que les gens ils ont du succès. C'est parce qu'ils ont bossé, qu'ils sont forts, ils sont voilà. Blanche Gardin. Ah, Blanche Gardin, putain, c'est compliqué Blanche Gardin. Parce que Blanche Gardin, c'est quelqu'un qui me faisait pleurer de rire. Ouais. Et elle me fait plus rire aujourd'hui, je suis dégoûté. Ouais. Et aujourd'hui, elle est passée dans une phase où
où elle dit ouais, j'ai plus de travail, etc. par rapport au sketch polémique qu'elle avait fait sur le 7 octobre. Moi qui m'avait énormément touché. Alors moi je suis quelqu'un, si vous me suivez depuis longtemps, je suis quelqu'un très ouvert de ouf. Hein. Et son sketch qu'elle avait fait sur le 7 octobre, il m'avait pas fait rire. Alors elle a le droit de le faire, hein, mais il m'avait pas fait rire ce sketch. J'en avais parlé avec un ami à moi, avec Donald Jacksman, un humoriste qui avait partagé ça. Ouais, je l'adore, je l'aime trop, il est trop fort Donald. Grave drôle. Et il avait partagé ça en me disant je comprends ce que ça a fait rire, parce que je comprends ce qu'elle a voulu faire, mais la plupart des fudges, ça les a pas fait rire. Ça les a heurtés, et c'est chiant. Alors attention, pardon auprès de ma communauté, on est très susceptible. Tiens, les Africains ne le sont pas en plus. On est tous susceptibles. Oui, non, mais je sais que ça c'est problématique. Comme dans toutes les communautés, tu vois, la communauté noire, la communauté juive, des fois chez nous, dans nos communautés, il y en a, ils crient au racisme, au l'antisémitisme beaucoup trop vite. Et c'est chiant. Ça donne du tort aux vrais problèmes, je trouve. Et j'espère, je vais me faire défoncer en disant ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mais on est sur un truc où on est dans le bon sens ici. Mais bien sûr, ouais. On veut non, mais c'est important. Et Blanche Gardin, c'est quelqu'un qui m'a fait toujours pleurer de rire. Et quand elle a fait ce sketch-là, il m'a pas fait rire son sketch. Derrière, elle a eu des conséquences derrière. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle en a énormément joué. Comme quand elle a fait sa sortie sur LOL. Ouais, j'ai été contacté par LOL, je le fais pas. C'est tout. Elle a fait une Griezmann. Elle a fait. Et là, et en fait, je trouve que là, elle rentre. Putain, j'ai pas envie de manquer de respect à Blanche Gardin parce que c'est une artiste que j'adore de base. Mais je trouve qu'elle se victimise là. Ouais, j'ai plus de travail et tout. Frère, les gars, arrêtez. Il faut arrêter de croire cette phobie que ça y est, elle a fait un sketch sur les feuilles. Maintenant, elle a plus de travail à cause de ça. Non, parce que sinon, moi, je serais milliardaire aujourd'hui. Si vraiment on contrôlait tout, peut-être, frère, je suis le seul juif qui ne sait pas, frérot. Ils t'ont pas mis au courant. Non, ils m'ont pas mis au courant. J'appelle mes parents pour leur demander. J'appelle mon père. Non, mais ça. C'est travail, ça s'invente pas. C'est ça. C'est tout. S'il y a personne. Aujourd'hui, elle se plaint qu'elle a plus personne qui va l'avoir. Regarde, frère, Dieudonné, par exemple. Dieudonné, tu vois comment on l'a fracassé, Dieudonné, il continue de remplir ses salles, Dieudonné. Continue, lui. Hein. Et il demande rien à personne. Hein. Et je suis pas d'accord avec le truc qu'il a fait. Il est pas dans la plainte, il fait son truc. Exactement. Je défends pas Dieudonné. Mais il est pas dans la plainte, il fait son truc. Il est pas dans la plainte, il dit ouais, j'ai dit ça, j'assume ça. Que tu aimes ou que tu aimes pas, il a dit des dingueries, Dieudonné. Mais il continue de jouer. Voilà, quand tu fais un sketch aussi problématique, assume derrière d'avoir fait cette problématique. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, après, aujourd'hui, comme on le disait plus tôt dans notre échange, tu es plus obligé de passer par un canal très connu, regarde, etc. Il est blacklisté de partout. Et quand elle a fait ce sketch, elle avait fait avec Émeric Lompré. Émeric Lompré, il continue à bosser. Il continue de bosser. Il y a personne qui l'a. Il n'a pas la notoriété de Blanche Gardin. Non. Donc, pour moi, elle se victimise. Je suis d'accord avec toi. Elle se victimise. Non, les juifs, nous ne contrôlons pas tout. Malheureusement, on aimerait. On contrôle beaucoup de trucs, mais pas tout. Voilà. L'humour. Je crois que. On n'a pas fini, hein? On n'a pas fini? Ben non. Ouais. Bon. Alors, attends, tu dois faire rire là aujourd'hui et tu te retrouves dans une situation un peu compliquée. Dans un ascenseur bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Si tu dois faire rire. Ouais. Avec. Sachant qu'un ascenseur se déplace à une vitesse. Je suis en train de me mettre un problème de mathématiques. J'appuie sur alerte. Je fasse quoi? J'appuie sur le bouton jaune qu'on appelle en cul de base. Sans faire exprès. Non, en gros, si tu étais dans une situation impossible et que tu dois faire rire, est-ce que tu le ferais avec un ascenseur bloqué? Est-ce que tu le ferais dans un rendez-vous Tinder catastrophique? Ou est-ce que tu choisirais un repas de famille explosif? Le repas de famille explosif. Je déteste le conflit, mais quand les gens ils s'embrouillent, qu'est-ce que ça me fait rire. C'est là que tu vas, le repas de Noël. Je suis vraiment le genre de mec, je suis vraiment le genre de personne qui, quand deux personnes s'embrouillent, vas-y, j'envoie un truc pour que ça continue. Un peu d'essence. Ouais, ça me fait rire. Quand c'est des embrouilles tranquilles, hein, je parle pas des trucs de fous qui vont mettre en péril la famille. Mais quand c'est des grosses des embrouilles de famille, juste des embrouilles de famille, qu'on en a tous, moi ça me fait pleurer. C'est rigolo. Moi j'aime bien. On a assez joué du coup, non? Je crois qu'on a assez joué et on pourrait encore parler des heures et des heures et des heures avec Rudy. Merci, c'était vraiment bien, mais je crois que c'est le moment de nous quitter.
Ouais, et avant ça, on aimerait un peu en savoir un peu plus sur ton actu. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, Le spectacle. le spectacle, là, je suis à Paris en ce moment dans la pièce de théâtre de Philippe Lelouch, là, Le Jeu de la Vérité, jusqu'au 2 mai, tous les vendredis et les samedis à partir du 20 mars. On continue cette semaine-là. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort l'émission, mais on y est tous les vendredis et samedis. Elle sort quand l'émission? L'émission sortira au mois d'avril, je pense. Alors, c'est tous les vendredis et samedis. Ok. Tous les vendredis et samedis à l'Apollo Théâtre dans Le Jeu de la Vérité jusqu'au 2 mai. Et après, je vais reprendre mon spectacle à Paris une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à Paris et à Marseille. Donc voilà, checkez mon actualité sur Instagram. Mais je vais reprendre mon spectacle À Marseille, dans très tu vas longtemps. jouer d'ailleurs. Ouais. Là, je vais jouer le 17 mars. Allez, on va venir te voir. On va venir, bien sûr. Bon, mais écoute, on va se dire merci, on va se dire au revoir. Merci. Merci beaucoup, les gars. Pour ce J'ai passé un moment. très bon moment. Honnêtement, encore une fois, c'était un moment un peu hors du temps où on était entre potes. Et c'est vraiment la DA de au taquet, l'authenticité. Et clairement, on a face à nous quelqu'un de 100% authentique. Et tu vois, on a senti... Il y a même des choses un peu impalpables où on sent qu'il y a des fluides un peu cool. Avec un gars qui est nature, qui a du talent et qui fait plein de choses qui cartonnent, mais qui à côté de ça se pose à une table et parle avec nous comme si on était amis d'enfance. Donc c'est vrai que c'était kiffant. franchement, merci pour ce moment-là. Je pense que nos auditeurs se sont aussi régalés. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Je te souhaite le meilleur, Rudy, pour la suite. Et merci puis, de toute façon, on va Ouais. continuer à se suivre. Et puis, Bien on va venir te voir et taper des barres ensemble. Merci, Rudy, vraiment Merci pour ce moment. beaucoup. On va se revoir. Comme le disait Stéphane, moi je me suis régalé d'en savoir un peu plus sur ta vie à toi, tu sais, ta famille, ton parcours. C'était hyper intéressant de voir autre chose que ce qu'on peut voir sur les réseaux et tout ça. Donc j'espère que vous avez kiffé aussi de voir l'homme qu'il y a derrière l'artiste. Et je pense que c'est pas incompatible. Vous ne faites qu'un. Mais ça nous a fait plaisir aujourd'hui d'exposer ça. Et on espère encore communiquer sur ton actualité. Et voilà. Merci beaucoup. On te souhaite le J'ai passé un meilleur. très bon moment. Je reviendrai. Et puis, si tu fais un petit spectacle de ukulélé, tu nous invites. Avec grand plaisir. Évidemment. J'adore On cet est quand instrument. même hyper preneurs. Allez, on Merci va rendre beaucoup. l'antenne. C'était Au Taquet, ton podcast Made in France. La France est un paradis où les gens se croient en enfer. Eh ben écoutez, je pense que là, on vous a fait revoir un peu le paradis. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour booster votre authenticité, votre inspiration, vos projets, pour y croire à nouveau. Et soutenez la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en parlant de nous, en partageant. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas que pour atteindre les sommets, il faut être au taquet. À la prochaine. Salut les amis. Suivez nos autres épisodes. Peace.